Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Morito Football Club, le seul et unique cocktail de culture foot. On est de retour sur RBS pour cette émission qui parle de foot et seulement de foot, 20h, 22h tous les lundis. Et avec nous ce soir en studio, on a un plateau comme d'habitude relevé, des chroniqueurs fous passionnés de foot pour parler de l'Euro qui arrive, pour parler également des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, parce que en parallèle il y a ça qui arrive. Il y a également d'autres débats à mettre en place, à débattre ce soir. Et évidemment, autour de la table, on a donc de la qualité avec déjà Fred. Ouais, bonsoir. Salut Fred. Ça va? J'espère que tu es en forme. Ah bah oui. Avec l'Aviron Bayonnais donc qui remonte. Je voudrais saluer l'Aviron Bayonnais, oui, qui est la section rugby qui remonte en top 14. J'avais dit. C'est passé à la télé dimanche. Hein, c'était le match de barrage contre Aurillac. C'était la prétendue finale de Pro D2. C'est pas vraiment une finale puisque ce sont des barrages, puisque le premier est monté directement. C'est le Loup, c'est Lyon et Bayonne qui est sorti victorieux face à Aurillac. Et c'est un peu mon club de cœur avec des mises images assez impressionnantes si vous recherchez sur YouTube. Alors le match était dégueulasse. Ça suffit, c'est juste pour le match était dégueulasse, ouais. Mais sur les vidéos, vous regardez la fête qu'il y a eu à Bayonne, ou l'accueil des joueurs, enfin c'est extraordinaire. Voilà, Bayonne, c'est aussi une ville de rugby, c'est pas qu'une ville de foot. C'est surtout une voilà, ville merci. Mais il y a eu des très bons footballeurs, il y en a même un qui est sélectionneur. Voilà, et je vous laisse deviner de qui il s'agit. Également un retour, alors, il y a deux retours vraiment fracassants ce soir. Ouais, d'outre-tombe, vraiment là. Au micro du Morito FC déjà, Yannick. Salut Yannick. Salut Paolo, salut à tous. Yannick qui s'est enfin remis du mondial 2014. Toujours pas, non mais voilà, c'était juste pour raviver une vieille blessure comme ça rapidement. Alors toi aussi tu es heureux? Je suis très heureux, effectivement. Ouais, par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, par rapport à Gibraltar, ton équipe de cœur. Effectivement, puisque Gibraltar a enfin réussi à faire partie de la FIFA. Alors je sais pas si c'est lié au fait que le Kosovo fait également partie de l'UEFA et de la FIFA. Donc c'est lié au Morito, à l'exposition médiatique qui en a résulté. Je pense que tu as porté ta pierre à l'édifice. Ouais, j'espère en tout cas. Mais indubitablement, Yannick. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir et tu seras là également pendant l'Euro 2016, puisque j'en profite pour en parler. Nous serons à l'antenne à partir de vendredi tous les jours de 17 à 18h, tous les jours sauf le week-end, donc du lundi au vendredi, pour parler de l'Euro 2016, voilà la quotidienne du Morito Football Club, le Moriteuro, avec Yannick entre autres comme chroniqueur. Il y aura également Fred, il y aura d'autres chroniqueurs de talent pour vous faire vivre le mondial quotidiennement sur le 91.9 FM. Le mondial. C'est un euro. Hein. J'ai dit le mondial. Là. Oui, ça va prendre une résonance mondiale. À chaque fois, je me trompe. Ça fait quand même 4 fois. Hein. Là, on était au troquet avant avec oui, Paolo. C'est possible, mais je me trompe tout le temps. 4 fois qu'il parle de mondial. Hein. C'est un euro. Mais notre ami de l'émission précédente également a parlé de mondial au lieu de parler d'euro. C'est vrai que c'est un lapsus apparemment répandu. Lui, ce n'est pas un chroniqueur du Morito, donc peut-être, mais on peut le respecter quand même. C'est un championnat d'Europe. Oui, okay. Ah bah je le respecte. Voilà, je pense que dans son art, il est meilleur que moi, indubitablement. Okay. Alors c'est bien un championnat d'Europe. Voilà, c'est un championnat d'Europe. On rétablit tout de suite les choses. 17-18h pardon, du lundi au vendredi à partir de vendredi 10, puisque c'est France-Roumanie. Match d'ouverture. Je suis très au courant, mais France-Roumanie qui débute. C'est pas France-Honduras. France-Honduras. Voilà. Sur RBS à suivre également en ligne www.radio-rbs.com. Et on en arrive, alors là c'est carrément l'apothéose, le troisième chroniqueur du soir, c'est sa dernière. Alors là cette fois il faut faire la fête. Ouais, il faut faire la fête. Faut lui faire la fête. Il part à l'étranger après. Il part à l'étranger, ensuite il part en Franche-Comté, voilà. C'est un peu l'étranger. Il part s'expatrier. C'est un peu le Mordor là-bas. Voilà. Et c'est sa dernière, mais il est avec nous ce soir et ça fait vraiment plaisir de te revoir, Thomas. Salut Thomas. Salut Paolo, salut tout le monde. Ouais, c'est vraiment un plaisir de revenir aussi pour une dernière. C'est bon que tu partes. C'est bien carrément. Pour toi. Puis la quotidienne, ça va être vraiment cool. Si jamais tu peux passer, si jamais tu te fais virer du taf plus rapidement que prévu, tu viens. Voilà. Alors il y en a un qui est rémunéré, l'autre pas. Je vous laisse. Okay. Voilà. Non mais. Tu commences quand ton taf? J'ai un peu commencé, je fais le vrai contrat commence juillet, voilà. Donc pour un nouveau départ. T'as le temps. Un peu loin de Strasbourg, mais voilà. Ça aurait été une belle expérience que le Morito, on va célébrer la dernière du coup. Voilà.
Alors il faut juste préciser peut-être pour faire ta biographie du Morito que tu as été recruté entre guillemets parce que tu nous as écrit et tu voulais participer à l'émission quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, je vous avais entendu un soir complètement par hasard. J'étais arrivé sur Strasbourg il y a peu de temps. Je connaissais même pas RBS ni rien. Et j'étais tombé sur vous. Puis moi c'était un peu l'esprit SoFoot, cahier du foot que vous aviez déjà à l'époque avec Tobias, avec Michel. Nous saluons. Ah Michel, la légende, oui. Et Tobias aussi. Michel, il a fait des trucs avec une chèvre ou un bouc là. Je sais pas ce qu'il a. Il a posté chez lui. Quoi. Il fait des vidéos bizarres, c'est Il a des vidéos bizarres, hein, Michel. C'est classique pour Michel, mais en tout cas, tout ça pour dire. Je savais pas que c'était classique, moi, justement. Tout ça pour dire, à la campagne, c'est classique. Hein. Dans le Nord Alsace, c'est classique, ça peut arriver. Ouais, mais Michel, j'avais quand même une haute estime de lui, quoi. Alors, recadrons-nous juste une seconde, voilà. Michel sera. Franchement, Michel me manque personnellement, moi. Michel ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il me manque. Je passe un message. Alors pour les fans de Michel, il sera là pour la quotidienne pendant l'Euro normalement. Ouais. Il y a son interview de disponible sur la page Facebook. Celle-là, je vous la conseille. Voilà. Donc voilà, vous verrez ça. Avec le journaliste à moitié bourré, c'est quelque chose de fabuleux. Quoi. La grande question du coup, c'est est-ce qu'il viendra avec sa chèvre? Alors ça, il faudra lui poser directement la question. A priori, hein, c'est du sérieux entre eux. Attendez, vous êtes en train de parasiter mon interview avec Thomas. Thomas, donc comme on disait, donc Thomas est venu. Je suis content pour Michel quand même. Voilà, merci Fred. Thomas est venu. Fred, s'il te plaît. Donc Thomas est venu parmi nous dans cette équipe du Morito via justement les ondes, via le rôle d'auditeur et en fait il suffit de nous écrire. On recherche toujours du monde, on recherche toujours des bonnes volontés et peut-être que si vous êtes bon, vous rejoindrez l'équipe et même si vous êtes moins bon, on vous fera participer, ce sera sympa. De toute façon, on est ouvert vraiment à tout le monde au Morito FC. Il suffit de nous contacter via la page Facebook Morito Football Club sur RBS et il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien éventuellement chroniquer avec nous. La preuve est que Thomas nous a rejoint par ce biais. Voilà, ceci étant dit, l'introduction étant conclue. Ouais, tu parles de Michel et sa chef, tu parles d'introduction, voilà. Donc l'introduction a été longue ce soir. Longue et dure, c'est ça. Longue et dure et plus c'est long, plus c'est bon. Hein. Éprouvante surtout. Voilà, à présent nous allons peut-être nous concentrer sur ce qui nous préoccupe depuis déjà quelques jours, quelques semaines. Et oui, je vous le donne en mille, l'Euro 2016 de football. Il s'agit pas de l'Aviron bayonnais. Bien bas l'animal. Hein. On va peut-être démarrer cette émission avec Fred qui nous fait voir le book de Michel. Le beau book, si on voilà. Le beau book de Michel. Voilà. Surtout quand tu vois les autres photos qui passent. Quoi. Alors, on se calme. Merci Fred. Voilà, ça y est. Non mais Fred, pense aux auditeurs qui ne voient pas tes photos, donc c'est difficile. On les postera sur. C'est pas très radiophonique de faire. On les postera sur le Facebook du Morito. Voilà. Ça vous invite. Vous verrez Michel en femme, ça sera bien. Donc j'arrête. Je vais vous soumettre un petit peu les différents groupes de cet Euro. On en a déjà parlé, on a déjà évoqué les différentes équipes, les joueurs, les hommes en forme, etc. Mais peut-être puisque le plateau du Morito change à chaque émission, moi-même je n'étais pas là la semaine dernière, on va peut-être refaire vraiment là le guide de l'Euro, c'est-à-dire qu'on va vous donner, si vous voulez parier plein de thunes, vous pariez sur ce qu'on dit et puis vous gagnerez, vous serez riche en quelque sorte. Hein. Ouais, comme le Morito vous rend riche. Alors plus ou moins. Hein. Voilà. Et donc on commence par le groupe A composé de la France, de la Roumanie, de l'Albanie et de la Suisse. Peut-être je démarre le débat de façon très très vaste, très ouverte. C'est-à-dire comment vous le sentez, est-ce que la Roumanie peut se qualifier? J'ai vu un long résumé moi de Roumanie-Géorgie. Là, ils gagnent 5-1, je crois, face à la Géorgie. Ce qu'on présentait de la Roumanie, c'était vachement costaud derrière. Enfin, ce qu'on entend un peu tout le temps depuis l'époque des génies des Carpates, un peu. Mais donc là, c'était costaud derrière. Moi, ils mettent 5 buts en face. C'était vraiment très très faible du côté de la Géorgie. Je pense que la Roumanie reste encore un niveau assez bas. J'ai vu que Torre, ou je ne sais pas comment on dit, Torre. Peu importe. Voilà, l'ancien joueur je ne sais plus où d'ailleurs, de la Fiorentina, je crois, était encore titulaire là-bas. Enfin, c'est une équipe qui reste quand même au demeurant faible. La Suisse est favorite pour moi en deuxième, malgré quand même une génération un peu. Il y a toujours Kecheru. Pour moi, c'est l'Albanie. Hein. Non, Kecheru est sélectionné. Ouais, mais j'ai pas vu. Je crois que c'est leur vedette d'attaque, hein, d'ailleurs. Ils ont plein de joueurs qui jouent dans les Émirats, soit ils jouent en Roumanie. Voilà, soyons clairs, c'est pas la Roumanie des années 90, c'est
pas la Roumanie du début des années 2000 à l'époque Hadji, c'est même pas la Roumanie de 2008 qu'on avait vu avec Moutou, hein, qui est. Alors nous avions vu ce match, Fred, à la télé derrière le stade. Avec Guy Carlier. Voilà, avec Guy Carlier, c'était incroyable. En fait, on était pour préciser le tableau, on était à 50 mètres du stade, dos au terrain, dans un bar indien, enfin dans un resto indien à volonté, et puis on voyait les gens du stade parce qu'on n'avait pas de billets, donc on était à Zurich, c'était à Zurich le match à l'époque en 2008, France-Roumanie, et puis on a vécu le match à 50 mètres du stade sans être dans le stade, à dos au terrain, voilà. Enfin, et avec Guy Carlier. Et avec Guy Carlier. Et avec Guy Carlier. Guy Carlier qui est venu à la fin du match, donc accompagné de 2 charmantes demoiselles. On avait bu quelques bières. C'était pas un petit restaurant du coup. Quoi. Voilà. Non, c'était un truc indien à volonté avec des bières et tout. Et puis avec les grandes entrées là, tu sais. On sort du bar à la fin et puis voilà, c'est Guy Carlier qui rentre en scène, voilà. Alors, Guy Carlier. On pensait qu'il y avait une éclipse. Et il devient quoi, Guy Carlier, au fait? Je sais pas. Il a maigri. Oui, il a vachement maigri. Il a maigri et il a dit, je sais plus quelle saloperie sur, enfin un truc qui m'a super choqué. Je sais plus, c'est par rapport à la vidéo de Valbuena d'ailleurs. Ah ouais, genre en mode jugeant sur. Ouais, un truc du style. Moi, je l'ai vu. En même temps, c'est ni la première ni la dernière saloperie qu'il va dire. Hein. Ouais, mais. Alors ok, on se recadre sur la Roumanie. La Roumanie, il y a de cela quand même 8 ans. Hein, ça nous rajeunit pas, n'est-ce pas Fred? 8 ans déjà. Voilà, la Roumanie avait fait match nul contre la France 0-0. Est-ce que cette fois la France va survoler On avait réussi à museler Moutou. À l'époque, l'équipe de France, c'était pas non plus. C'est Domenech qui avait dit on a réussi à museler. Était finaliste de. C'était quoi? C'était du monde en titre. La charnière, c'était Thuram, Abidal, non? Je sais plus. C'était Thuram et Abidal qui s'est pris un rouge contre l'Italie, non? L'Italie. En fait, c'était un peu Thuram qui était cramé. C'était un peu la vieille garde qui était vieillissante, avec notamment Sagnol qui a pris le bouillon contre les Pays-Bas. 4-1, il me semble. Et la nouvelle génération émergente menée par Anelka Benzema, quoi. D'accord. Alors voilà. Le niveau, quoi. Le contexte a changé. Là, on s'attend quand même plutôt. Enfin, moi, je m'attends personnellement à une équipe de France qui, sur ce premier match, gagne assez facilement. Est-ce que vous attendez aussi à un score relativement ample, c'est-à-dire pas 3-4 buts d'écart forcément, mais au moins 2 buts d'écart? Autre chose qu'une victoire, hein, de toute manière, ça sera une déception. Ça pourrait très bien être une victoire 1-0. Hein, ça me va. Hein. C'est pas forcément parce que la Roumanie semble plus faible et la France, malgré les problèmes en défense et au milieu, on peut très bien avoir un match avec un seul but, mais avec une Roumanie qui gare le bus. D'accord. Alors tu te satisferais quand même d'une victoire. Une victoire. C'est vrai que premier match, on s'en fout un peu de l'écart, ça c'est clair. Peut-être sauf que là, on a quand même des moyens de le dynamiser. Mais là, voilà, c'est ça. C'est que ma question incluait quelque part cette réponse, c'est-à-dire par rapport il y a 8 ans, donc par rapport à dernièrement également. Là, il y a quand même une équipe de France en progression, quoi. Et je vois pas l'euphorie s'arrêter. Moi personnellement sur le premier match, l'euphorie du premier match avec un public, enfin ça risque d'être à domicile, voilà, on en parle depuis 2 ans de matchs amicaux, c'est le premier match officiel depuis 2 ans du coup, depuis la Coupe du Monde. Il y a moyen que ça soit un peu comme le ketchup, que ça vienne tout d'un coup, quoi, que ce soit une grosse victoire. C'est vrai qu'on peut, vu l'attaque de l'équipe de France, on peut s'attendre à avoir un gros score. On voit que Giroud est en pleine bourre en ce moment. Comment, il est inarrêtable. Payet, moi j'étais très mitigé sur sa performance samedi dernier, mais derrière on a Martial qui est capable de faire. Il y a de quoi faire forcément offensivement. Voilà, s'il y a vraiment un secteur où il y a absolument aucun problème avec l'équipe de France, il y a même trop de joueurs. On a même des frappeurs de loin en fait. Hein. On a du Pogba, du Matuidi qui peuvent frapper de loin. Ça peut venir de partout. On a vraiment des possibilités variées. Contrairement à il y a 8 ans ou même il y a 4 ans où c'était très stéréotypé finalement, là il y a moyen de faire. Alors, manque peut-être quand même du jeu sur les côtés au final, parce que quand il n'y a pas Coman, il n'y a pas vraiment de gars qui bouffent la ligne. Il y a les latéraux, clairement Evra donne à ce niveau-là, mais Sagna on voit bien qu'il est quand même plus à l'aise défensivement, bien qu'il ait fait une passe décisive. Il a réussi des centres contre l'Écosse. Hein. Mais oui, il a réussi des beaux centres d'ailleurs. Contre les Pleuros. Mais tout est fait qu'on n'a vraiment pas enfin peut-être que notre point faible, ça sera les côtés. Les Roumains, ils peuvent très bien nous attendre, par exemple, bien serrés dans l'axe, un peu comme un Chelsea à l'époque, bien verrouillé pour limiter les frappes de loin et les dangers sur les centres. Et nous, voilà, enfin, ça risque. Il faudra marquer assez vite. C'est comment dire. Alors France-Roumanie. Je crois que c'est Iordanescu, le sélectionneur de la Roumanie. Il était déjà là il y a 20 ans. Alors Angel Iordanescu, c'est un ancien joueur du Steaua de Bucarest de 86.
Voilà, et il a entraîné la Roumanie déjà, oui, plein de fois. Plein de fois. En tout cas, un très bon entraîneur. France-Roumanie à suivre vendredi. Il y avait France-Écosse ce samedi. Je sais pas si certains l'ont suivi. Moi, je l'ai vu à la télé. L'Écosse qui a été assez. J'ai la chance d'être à Saint-Symphorien justement. Ouais. Ah bah voilà, on a des envoyés spéciaux, on a des. je ne veux pas froisser nos amis messins, si on peut appeler ça des amis. On a à la fois des observateurs, des. Donc tu avais fait tes vaccins avant d'y aller. Des envoyés spéciaux. Bah, je disais justement à certains de mes amis que j'avais un peu je me sentais pas très bien d'être dans l'antre du diable. Je le comprends. Hein. Voilà, on a essayé de me vendre une écharpe FC Metz aux couleurs grenat avec marqué Metz soutient les Bleus ou Metz soutient l'équipe de France. J'ai décliné de façon très sèche. Ok. Alors sur le match, qu'est-ce qui s'est passé? Bah concrètement, moi c'était convaincant, c'était ça donnait envie de penser que la France allait. Bah déjà, moi j'avais le vertige parce que j'étais tout en haut d'une des tribunes qui était derrière les buts, pas loin des. Très pentu ces tribunes. C'est très pentu et les marches sont pas très conventionnelles. Hein. Faut pas avoir de problème au niveau de sa hanche, de ses genoux, pas être une personne à mobilité réduite parce que pour monter tout en haut des tribunes derrière les buts, c'est assez compliqué, assez essoufflant. D'accord. Mais sinon au niveau du match, j'avais vraiment l'impression. Enfin, la première impression que j'avais par rapport à l'Écosse, c'est que l'Écosse n'a absolument rien fait. J'avais eu l'occasion de regarder les stats. Pas qualifié en même temps. Bah, j'avais eu l'occasion de regarder les stats sur les écrans géants et à la fin du match, c'était 2 tirs 0 cadrés. Alors, dans une tête qui sort en touche sur les 2 tirs. Et le premier vrai tir, voilà, un 86. Les seuls arrêts que Loris avait eu à faire, c'était sur des centres. Rami a dû toucher un ballon, Koscielny 3. Dont un but. Je parle de la tête, hein. Sans compter son but. Non, je me posais la question, est-ce que le Cameroun était vraiment une très bonne équipe alors qu'ils étaient complètement ridicules il y a 2 ans en Coupe du Monde, ou est-ce que c'est simplement la France qui avait pris un peu le match au-dessus de la jambe et qui du coup a joué ce match contre l'Écosse de façon beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus appliquée, ou est-ce que c'est vraiment l'Écosse qui est pour être honnête dégueulasse à avoir à jouer parce que pas vraiment d'attaque, il y avait Euro 24, tu vois qui s'est qualifié, c'est vrai que l'Écosse. Non mais derrière, ce que je veux dire, c'est que derrière, ils avaient pas l'air très sereins. Ils ont fait quelques gros loupés au niveau des contrôles, au niveau des passes. Quand de l'autre côté, on avait des Pogba et Matuidi qui venaient en piston, qui venaient faire le pressing sur les stoppers. Après, ce que tu as dit, si l'équipe s'en fout, est en vacances, il faut je sais pas, par contrat sans doute. Je sais pas parce que il y a un des points où la réponse quoi. Il y a un des joueurs que j'avais envie de voir à l'œuvre, c'était N'Golo Kanté, ce que j'avais entendu et j'avais lu dans la presse. Et donc ton point de vue sur N'Golo Kanté. Bah justement, ce que j'aurais aimé voir de la part de N'Golo Kanté en fait, c'est de le voir en difficulté. Parce que tout le monde, c'était pas le bon match. Voilà. Ce que tout le monde dit par rapport à N'Golo Kanté, maintenant que Lassana Diarra est blessé, c'est oui, N'Golo Kanté, c'est un peu un box-to-box à l'anglaise, c'est un peu comme Schneiderlin. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très bon dans les tacles, qui est très bon dans la récupération, mais qui a tendance à se projeter vers l'avant. Ranieri disait de Kanté que c'est quelqu'un qui un jour va faire un centre et va se retrouver à la réception de son propre centre. Donc c'est quelqu'un qui a un volume de jeu qui est assez intéressant et qui du coup se rapproche un petit peu de Matuidi ou de Pogba, même s'il est peut-être un peu plus tacleur. Et là où j'aurais vraiment aimé le voir, c'est le voir en difficulté dans ce vrai poste de sentinelle devant la défense. Et il a pas été réellement mis en difficulté. Alors après, ce qu'il y a, c'est qu'il a effectivement pas fait il a pas trop porté le ballon, il a pas trop fait le piston comme il le fait habituellement. Il a laissé ça à Matuidi et à Pogba. Il a fait son boulot devant la défense, il l'a très bien fait. Il a fait mais il faudra le voir aussi peut-être dans un contexte plus délicat. C'est clair que là, c'est ça en fait. Pour le tester en tant que tel, c'était un petit peu compliqué. Lui dire de rester derrière et de rester devant la défense dans un contexte pareil, ça avait pas l'air compliqué. Contre une équipe où il y a un peu plus de niveau, est-ce qu'il va être capable de tenir ce poste-là? Est-ce qu'il va être capable d'être bon à ce poste? Alors on le verra soit au cours de la compétition qui vient, soit il y a quand même 2018 qui est pas si loin. Donc finalement, honnêtement, il y a de la perspective pour ce joueur, oui. Honnêtement, vu son statut actuel et vu ce qu'il est capable de faire, je pense qu'il a assez de discipline pour respecter les consignes. Toi, tu y crois? Tu es plutôt confiant par rapport à ses capacités que ce soit lui ou même que ce soit Schneiderlin, je pense que les deux sont capables de rester à un poste de sentinelle sans pour autant se projeter vers l'avant. Alors Thomas? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi du coup sur toute la ligne. C'est vraiment la réflexion que je m'étais faite aussi. Pendant tout le match, il a eu absolument aucun joueur qui venait le presser. Ça, voilà, on peut imaginer qu'une équipe organisée tactiquement qui se dit dès que le ballon va vers Kanté, on presse, on sait qu'il a des difficultés
difficultés à la relance qu'il a pas pu montrer, qu'il pouvait, supprimer du coup. Donc voilà. Mais moi, ce que je voulais soulever du coup, c'est qu'on voit quand même un petit peu l'optimisme béat des médias après la prestation de Kanté, où tout le monde, disait pas de débat, Kanté clôt le débat. C'est ce qui a été dit le soir sur TF1, c'est ce que l'équipe a mis en valeur statistiquement avec les pourcentages de passes, etc. Mais dans le contexte de jeu là, Kanté a absolument pas été testé du coup. Aucun joueur n'a réellement été testé. Comme j'ai dit, Rami a pas eu de ballon. Ça demande quand même de pouvoir ce poste-là se retourner, être dos au jeu au début de l'action et se retourner pour l'orienter à chaque fois. Ce que fait Lassana Diarra très très bien, Verratti aussi par des mouvements de corps, etc. Et je dirais dans ce que vous dites, c'est ce qui pose la question principale, c'est pourquoi des matchs amicaux contre des équipes qui ne participent pas au même tournoi. Alors après il y a eu par exemple l'Allemagne contre la Hongrie, l'Allemagne qui joue contre la Hongrie. Ouais, mais la Hongrie mais c'est autre chose. T'as vu le match? J'ai aperçu. C'est à peu près le même match, je trouve que c'était un peu plus lent, la Hongrie inexistante. D'accord. Ouais, voilà. L'Écosse, je voudrais quand même souligner que ils ont joué en rose, déjà, ils méritaient un peu de... Déjà, ils jouaient en rose. D'autre part, il y a quand même, il y a 4-5 jours, ils ont joué en Italie, et ils ont failli battre l'Italie. Ouais, ils perdent 1-0, je crois. Ouais, c'est pas... Ils ont failli battre l'Italie, ils ont pas été non plus très dominateurs. Ils ont pas été très dominateurs, mais ils ont pas été... C'est pas un grand match, ça. Mais ils ont pas été très dominés non plus. Après, c'est pas Après, c'est déjà pour poser, donc c'est peut-être que l'équipe de France a été un peu bonne quand même. Moi, je m'enflamme pas sur les amicaux, on sait très bien que ça veut rien dire, mais l'Écosse non plus, c'était pas des simples faire-valoir, ça faut quand même le souligner. On a toujours mis 5 de moins que face à la Jamaïque. Et pour répondre à ta question, pourquoi jouer avec des équipes qui ne sont pas qualifiées, tout simplement le but aussi des amicaux, c'est faire un peu le plein de confiance. C'est aussi ça le but, c'est de se rassurer, c'est de voir que devant un Giroud est capable de marquer des buts par exemple. Pour lui, je pense de se rassurer, oui, c'est le point de vue positif. Et de rassurer les autres. Ou de s'illusionner quelque part. Ouais, mais je préfère gagner. Statistiquement, généralement, quand la France gagne ses amicaux de pré-tournoi, ils font un bon tournoi derrière. Quand ils ne gagnent pas, ça, moi j'ai vu l'équipe de France perdre contre l'équipe B de la Chine. Ça c'est la superstition, ça c'est la superstition, ça. Pas forcément, il n'y a pas que de la superstition. Après c'est pas forcément vrai. Je me souviens qu'il y a 4 ans, l'Italie en amical avait fait nul contre le Luxembourg, je crois. C'était il y a 2 ans, c'était Coupe du Monde. C'était avant la Coupe du Monde. Juste avant la Coupe du Monde 2014. D'accord. Alors où je les avais vus se prendre une tôle contre la Russie. Ils avaient pris 3-0 en Suisse contre la Russie. Juste avant l'Euro, ils avaient été ridicules. Ils ont fait un super Euro derrière. Mais tu peux pas lier les matchs amicaux, les scores lors des matchs amicaux. C'est exactement ce que je dis. Voilà. C'est exactement ce que. On est d'accord alors. C'est exactement ce que je dis. Ça vient de la dynamique que veut mettre le sélectionneur, je pense. Voilà. Soit il veut, comme tu dis, mettre le plein de confiance à ses joueurs offensifs pour que Giroud puisse marquer. Donc il dit, on va faire des matchs faciles. C'est ce qu'on avait fait aussi quand on avait joué la Jamaïque il y a 2 ans. On avait joué la Jamaïque, on avait gagné 8-0. C'est ça qui avait lancé la Coupe du Monde. Ça avait lancé. Après voilà, c'est vrai que nous on a un premier tour où on a quand même des équipes résolument faibles. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir attendre les quarts de finale pour rencontrer une équipe un peu manquer de respect aux autres nations parce qu'on va peut-être se toller mais une équipe un peu d'un niveau plus proche de celui de l'équipe de France. Ça fait loin quand même. Pour revenir à ce que disait Paolo, tu demandais si la Roumanie était capable de se qualifier. Il faut pas oublier que les 4 meilleurs troisièmes sur les 6 poules sont qualifiés. Il y a 3 équipes qui vont passer. Ouais, voilà, donc ça laisse la possibilité à la Roumanie de se qualifier même avec une défaite contre la France. Donc peut-être que la Roumanie sera plus ouverte qu'il y a 6 ans, 8 ans. Si je peux donner un exemple, alors lors de l'Euro 2008. Je saurais plus donner quelle année c'était, mais il y avait une édition de la Copa América où ça se passait à peu près pareil. Il y avait 3 groupes de 4 où le Paraguay a réussi à aller en finale sans gagner un seul match. T'as l'Italie aussi qui ils ont fait 3-2 il me semble. Ils ont fait 3 nuls en poule. Ils sont passés comme meilleur troisième ou deuxième. Vous avez gagné des matchs en 82 l'Italie. Ouais, il y a un tour de poule. Et ils ont fait quart de finale, demi-finale, ils sont passés au tir au but. D'accord, oui, mais ça peut arriver effectivement. Ils ont perdu contre l'Uruguay, je crois. Sauf que là, à l'Euro, il y a un tour de plus quand même. Donc c'est possible. Mais c'est faisable. C'est vrai qu'on aura peut-être un vainqueur qui aura terminé 3e en phase de poule, ce qui sera. Voilà, avec 3 nuls. Ça avait failli arriver avec l'Italie en 94. Avec 3 nuls, on peut très bien passer. Ouais. L'Italie. 80 personnes qui avaient perdu contre l'Irlande. Coupe du Monde 94, l'Italie qui perd contre l'Irlande. L'Argentine en 90 avait fait un premier tour catastrophique et ils étaient arrivés en finale. Mais ça arrive très souvent en tout cas, donc ne préjugeons pas des. Parce que moi, ce qui m'énerve un petit peu dans les débats qu'on a toujours d'avant tournoi comme ça, c'est le lieu commun, le marronnier, c'est le premier match
match est décisif, quoi. C'est les premiers matchs. Les 3 matchs sont décisifs. Mais après, si. Le nombre d'équipes qui vont en finale, qui perdent le premier match, l'Espagne Ouais, mais il y en a pas tellement. L'Espagne en 2012. Je pense pas que c'est 2010 qui perd contre la Suisse. C'est très rare. Gagne. Ouais. C'est très très rare les équipes qui vont loin en perdant le premier match. Ça arrive. Il y a eu le Portugal, il y a eu l'Espagne, effectivement. L'Espagne. Et à part ça? L'Italie. Quand ça? 94. Ouais, ils avaient été en finale. C'est statistique. Il y a des Argentine équipes. en 90. Voilà, t'en as plein du coup. Ouais, il y en a 4. Il y en a 4. Ah, t'en as 4 sur des coupes du monde. La France n'a pas perdu en 2006, mais ils ont fait nul, non? La France avait fait 2 nuls pour commencer en 2006. Voilà, la France 2006. Équivalent à une défaite pour commencer. Non, mais on voit que le Togo, ça enclenche quelque chose. C'est une victoire qui enclenche quelque chose. À un moment, le truc, c'est d'avoir la victoire qui fait que tu vas en finale. Enfin, moi, c'est mon avis sur les côtés. Voilà, c'est le psychologique. C'est plus facile de commencer avec une. Je pense que l'avantage aussi, c'est que de gagner le premier match et peut-être de derrière gagner ou faire un nul au deuxième match, fait que sur le troisième match, on peut mettre l'équipe bis. Et peut-être laisser certains voilà, on peut faire tourner. C'est peut-être l'avantage aussi de gagner le premier match, ce qui fait que on peut peut-être aller un peu plus loin, parce que c'est sur des petits c'est souvent sur des compétitions comme ça, sur des petits détails que ça se joue, et c'est sur ce genre de petits détails. Alors que si le premier match on fait nul ou on perd, et le deuxième pareil on fait même si on gagne après avoir perdu, le troisième match peut quand même rester décisif, et on peut pas se permettre de mettre l'équipe 2 ou de mettre les remplaçants. Bien sûr, c'est juste qu'on a tendance parfois à tirer des règles absolues, alors que ça se passe de manière très contrastée en fonction des équipes, en fonction des années. Il y a des règles de base entre guillemets qui pourraient exister, mais on sait très bien qu'en 90 minutes tout est possible. Donc voilà, un match de football, tu peux lancer une dynamique aussi sur le premier match. Ah, tout à fait, ça peut arriver, ça peut se passer au deuxième match, même au troisième match parfois. Je veux dire, quand tu sais que les 3 premiers passent, que t'as gagné le premier match, je pense que même psychologiquement, le fait de gagner le premier match, et derrière tu joues l'Albanie, c'est peut-être plus sur le côté psychologique que sur le reste, d'où de l'importance de gagner ce premier match. Vous savez quoi, on fera les bilans à la fin, on verra, on constatera qui a, on se donne rendez-vous dans un mois, et puis on verra, telle équipe a gagné le premier match et telle équipe a été. Voir, par exemple, les équipes qui perdent le premier match, combien arrivent, ne serait-ce qu'en finale, pour étayer le côté physique du truc, qui perdent juste en finale, qui perdent en finale, souvent. Ça joue sur des détails physiques, voire en demi. Une stat comme ça pourrait être pas mal du coup pour mettre en relief. Ça en a très très peu. Je sais que l'Espagne, l'année où ils avaient gagné, c'était la première fois qu'un champion du monde perdait le premier match. Ouais, mais c'était la première fois de toutes les coupes du monde. Hein. Ouais, finale et demi. Là où en bout de compétition en fait, voir ceux qui perdent à ces moments-là, et qui donc ont perdu également le premier match. Mais la France du coup, pas tellement a quasi l'obligation de gagner ces 2 premiers matchs. Oui, ça fait des ordres. Voilà, elle doit finir première du groupe. Il y a même pas calcul. Mentalement, les commentaires autour, effectivement. Alors on verra ça après les courses, puisque pour l'instant on est avant. On pourrait presque dire en fait que la 3e place ce sera le vainqueur de Roumanie-Albanie. On suivra ça. Moi, je pense que l'Albanie peut terminer 2e. Pour moi, l'Albanie, c'est les plus forts des 3. Hein. Moi, je suis assez d'accord. Assez d'accord avec Fred. Moi, j'ai vu un peu la Suisse. La Suisse est très décriée chez elle. Et je les ai vus, c'est très poussif. Je pense que c'est beaucoup moins. J'avais eu l'occasion de voir effectivement un match amical il y a quelques mois de ça, et c'était pas très très joli. Je sais plus contre quelle équipe, mais la Suisse était vraiment meilleure il y a 2 ans. Ils menaient 3-1, je crois, ils s'étaient fait revenir à 4-3. Alors mon point de vue sur la Suisse, étayé également par l'avis, j'ai écouté une émission de la RTS, la radio suisse, dont le spécialiste expliquait qu'en gros la défense centrale suisse est catastrophique. Toujours Djourou Senderos. Non, Senderos n'y sera pas. Si, il y est. Hein. Non, il y est pas, non. Il est dans le groupe, hein. Non, il y est pas. Enfin, d'après moi, il y est pas, mais. D'après moi, il y est. Hein. D'accord. D'après le kicker d'il y a une semaine, il y est pas, quoi. D'après moi, il y est. Ou alors il est le 24e. Mais... Non, je crois qu'il est le 24e. Il était dans la présélection, mais il y est pas. Je l'ai vu jouer l'autre fois. Hein. Non, mais il y est pas. Enfin, il me semble qu'il y est pas. En tout cas, même s'il y est, c'est pareil, quoi. C'est à sa place, il y aurait Fabian Scher, joueur de Fenheim, qui est pas bon. Enfin, en tout cas, la défense centrale. Défense centrale est pas bonne. Le Yann Sommer, le gardien, est bon. Après, est très bon. Hein. D'après la RTS, il y a Roman Burki normalement aussi, de gardien de Dortmund. Oui, mais c'est pas le gardien. Pas sûr du prénom. C'est Sommer le titulaire et Burki le remplaçant. Voilà. Et Benaglio 3e, je crois. Hein. Je sais même pas s'il y est d'ailleurs. Je crois qu'il y est, ouais. Et sans Senderos, du coup. Sans Senderos. D'accord. Donc il était dans les. En quelque sorte, si la Suisse fait un bon Euro, ce sera essentiellement, d'après encore une fois le commentateur de la RTS, grâce à Granit Xhaka, qui serait vraiment le joueur capable de faire gagner la Suisse, sachant que Seferovic en attaque marque pas beaucoup de buts, que en milieu de terrain, c'est des joueurs, il y a du Berami, il y a un autre récupérateur dont j'ai oublié le nom qui t'as le petit jeune là, Mbolo.
Ouais, Mbolo, ils ont Hindler, ils Puis il y ont a Shaqiri. Lichtsteiner aussi, Shaqiri et Lichtsteiner. Et Lichtsteiner. Mais bon, globalement, on n'est pas très confiant. Après, il y a un entraîneur aussi qui s'appelle Vladimir Petkovic, qui a entraîné en Italie, qui avait fait de belles choses avec la Lazio pendant une année. Donc ça peut éventuellement Ils disent que tactiquement être compliqué. ils disent que à leur jouer. meilleur joueur ça serait Xhaka. Par contre, bon joueur. Enfin, qui a été C'est un bon transféré à joueur. Arsenal, là, C'est un bon joueur, mais quand tu regardes, je pense des Xhaka en équipe de France, on en a 10 au moins quoi. Ouais, après Ouais. l'équipe de France Ça fait penser à n'est la pas phrase de l'équipe de Guardiola, Suisse. ça. Et, C'est Wilshere. l'équipe de Suisse, voilà, la Suisse est quand même plus petit que la France et il y a une Ouais, tradition non, mais footballistique moins. après voilà, moi je respecte, hein, ça se trouve ils vont nous mettre une tôle. Mais c'est dingue comme on les Mais- croise tout le temps en fait les Suisses. Enfin, Ouais. c'est ça fait sur les. Et c'est récent hein, comme phénomène. Hein. Ouais, comme phénomène, mais sur les 4 dernières compétitions, 5 dernières Sur les compétitions. éliminatoires, souvent on les a, Ouais. en phase finale on les a. On les croise vraiment souvent. Le dernier, c'était vraiment un bon souvenir. Le dernier il était bien. Ouais. Ouais, c'était cool. Avec Voilà. ce but de Benzema, Bah, refusé à la dernière. c'était avec toi que je l'ai vu en plus. Je crois. Ouais, au terminal. Ouais, ouais. Voilà Ah, on était bien ce soir. glorieux endroit strasbourgeois. Glorieux On endroit. peut voir des matchs de foot pendant les compétitions internationales. Dernière question que j'ai à vous soumettre. L'affaire. Parce que non pas l'affaire, mais non pas Tu veux du, même pas pas du parler people. Bah tu veux parler du people, mais peut-être à la fin. D'abord je sais défense, pas, quoi. la défense de l'équipe de France. Est-ce que c'est si pourri ou est-ce Ouais. que c'est Ouais, c'est ou est-ce que pourri. c'est potable? Non, moi je pense qu'on peut pas gagner l'Euro avec cette défense. Honnêtement. Ah ça c'est un point de vue tranché, clair comme on les aime. Je suis vachement pessimiste du coup. Enfin, Evra, Sagnac, Oscielny, Rami. Evra, ouais. Bah c'est Rami qui fait. Enfin voilà, les latéraux. enfin, On Rami, sait il très est bien pas- que c'est J'avais pas la dit qu'il fallait joie. prendre mais- des maillots du Genoa. Non mais si vous voulez une polémique, à la limite, on peut parler d'une certaine polémique. Moi, quelque chose que j'ai pas compris, c'est que Deschamps parlait en interview du fait que ce soit une aberration d'avoir deux gauchers. Mais il va falloir m'expliquer pourquoi c'est pas une aberration d'avoir deux droitiers aussi dans l'axe. C'est à la limite qu'ils veuillent croire à une espèce de légende urbaine comme quoi il y a plus de droitiers dans le football, ce qui fait qu'un droitier à gauche est plus potentiellement meilleur qu'un gaucher à droite. Mais pour moi, c'est tout aussi c'est tout aussi idiot que de penser qu'un droitier ne peut pas jouer à gauche quand le gaucher ne puisse pas jouer à droite. Bah, ça existe régulièrement que il y ait des ailiers inversés ou des défenseurs centraux. Pour les ailiers, à la limite, c'est selon le contexte. C'est si tu mets un ailier droit à droite, il est plus à l'aise pour le centre. Et Et un ailier droit à gauche, tu vas plus le faire repiquer dans l'axe pour frapper. Mais par rapport aux défenseurs centraux, en fait, l'argument que Deschamps avait, c'est que deux gauchers dans l'axe, c'était pas possible. Sauf que là, il met deux droitiers dans l'axe. Parce que c'est pas juste histoire de dire quelque chose, quoi. Voilà, c'est aussi cette fameuse affaire Rami. Après, t'as des questions en conférence de presse, t'as des. Oui, faut voilà. répondre à la question, donc tu réponds à la question du mieux que tu peux, quoi. Non, et surtout, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est normalement quand on fait une liste, on est supposé y avoir une hiérarchie entre le groupe principal, entre les réservistes. Mais là, il prend quelqu'un qu'il n'a pas pris au départ dans sa liste de 31 ou de 30 et qui le catapulte titulaire. Et d'où le cas Sako aussi, parce que enfin, je comprends pas la justification de c'était comment ça aurait été pas humiliant pour le groupe, mais qu'ils reprennent Sako. Il a utilisé un mot fort pour justifier le fait qu'ils reprennent pas Sako. Ouais, non, mais c'est ce qu'il a dit. Hein. Moi, j'ai vu la même interview que toi. Humiliation, c'est le mot. Ouais, que ça serait limite une injure en fait. Une injure, ouais. Plus. Non, mais après le Rami, ça s'explique pourquoi il prend Rami. Non mais d'accord, ça s'explique, mais pourquoi est-ce qu'il l'a pas pris avant en tant que réserviste? Parce que en fait la base du réserviste, moi je pense qu'il y a deux choses. Tout d'abord, les réservistes, la liste des réservistes, c'est pour que les journalistes lui foutent la paix. C'est tous les joueurs qui étaient un peu à la mode. Alors, on nous a fait des pétitions pour Ben Arfa. Mais Sidibé, il était à la mode, Sidibé? Pas Sidibé, mais les autres. Voilà, mais tu vires Sidibé, tu mets Rami dans la liste, il y a plus de problème. Je te mets les autres, je te parle des autres. Umtiti, je pense qu'il a aucune envie de prendre Umtiti, on le soulève avec Umtiti, tiens, je te le mets réserviste. Là, à la base, le plan, c'était que c'était Mathieu qui posait problème. C'est-à-dire que si Mathieu se blessait, il était prêt à prendre Umtiti. Simplement, c'est Varane qui s'est blessé. Et Rami, il est là pour remplacer Varane. Oui, mais après Mathieu, du coup. Mais après Mathieu, il a justifié les réservistes par le fait qu'il voulait pas les laisser partir en vacances durant 7 jours, etc. Jusqu'à la date du 31 mai. Pas pour des, enfin voilà, pas. Ah, mais il pensait pas que Varane se blesserait. Mais la question aussi, c'est est-ce que les réservistes, est-ce que les noms des réservistes doivent être transmis à la FIFA avant cette fameuse liste des 23? J'ai même pas si elle est transmise. Voilà. Donc, qu'est-ce qui l'empêchait d'emmener 33 joueurs? C'est-à-dire, il prend son groupe de
Peut-être qu'il a envie. Il prend son groupe de 23 et il prend 10 réservistes. Il faut qu'il montre qu'il est sûr de ses choix aussi. Ouais, il faut quand même qu'il ait une liste restreinte. Tu peux pas diriger 35 mecs comme t'en diriges 28, tu vois. C'est quand même ça prendre 30-40 joueurs, les joueurs vont se demander ce qu'ils foutent là. Pas forcément 40 joueurs, mais là, en l'occurrence, Sidibé. Faut quand même Oui, Sidibé, c'est après, quel est l'intérêt de prendre Sidibé? Après, à la limite, tu prends 8 réservistes, tu prends ton gardien, tu prends tes 2 défenseurs, tu prends ton défensif, ton relayeur, ton ailier, ton avançant, tu arrives à 8. Je pense que ton Sidibé, c'est l'idée aussi, c'est de le mettre un peu dans le bain pour se projeter pour les prochains éliminatoires. Je pense que c'est quelqu'un sur qui il compte à la fin. Il dit, c'est un message aussi qui lui dit, il dit tiens, toi on te suit. Et d'ailleurs, une autre question vu qu'on parle ce genre de joueur. Thomas voulait juste intervenir, je crois. Enfin désolé, concernant juste la défense, moi ce qui me surprend, c'est le manque de de possibilités que ça offre. Il n'y a pas de joueurs qui peuvent jouer à différents postes. Avec la liste italienne, on voit bien que par exemple les De Rossi, etc. peuvent jouer en défense centrale, dépanner, etc. On n'a pas ça, nous. Un manque de polyvalence. Polyvalence, c'est le mot que je cherchais. Merci. Après, on a eu plein de blessés encore une fois. Avec toutes les blessures, c'est du deuxième voire du troisième choix qu'on a. C'est du deuxième, troisième choix. Après, peut-être en défense, on manque de polyvalence, mais après, quand on regarde le milieu de terrain, on peut très bien mettre tous les milieux de terrain qu'on a, on peut les mettre soit en sentinelle, soit en relayeur, box to box. On regarde les attaquants, on a Martial, qui est plus ou moins considéré comme un ailier si on regarde l'effectif, mais qui est une vraie pointe, qui est capable de jouer en pointe. On a Griezmann qui joue en pointe avec l'Atlético quand c'est nécessaire. Offensivement, on n'a pas de soucis, ça c'est clair. Offensivement et au milieu, offensivement, on est d'accord, c'est pour ça que je parlais de la défense. Mais c'est la défense, ouais, effectivement. Faut essayer de voir ce qui peut être possible avec cette défense, avec ses joueurs, avec les blessures, etc. Il n'y a pas un central qui peut jouer à droite pour assurer une forme de sécurité, bloqué à droite. On est en danger à droite, mettons, l'ailier gauche adverse nous ennuie bien, quoi. Enfin, on a Sagna, en second choix, c'est Jallet, qui est encore limite plus offensif que Sagna. Et qui est pas si ridicule que ça au passage. Mais qui est pas si ridicule, on est d'accord, mais qui n'assure pas une défense. Mettons Zouma qui est aussi pas là, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a Zouma aussi qui est absent. Laporte est blessé. Laporte. Des maillots pas pris. Ouais, mais arrête. Ni Thomas Hurtaud d'ailleurs. Soyons sérieux, ouais. Ni Koulibaly. Mais bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais on l'a raté, Koulibaly. Alors, Yannick voulait introduire une question complémentaire. Oui, alors moi, je sais pas ce que vaut exactement Costil en matière humain, mais est-ce que c'est un ambianceur? Est-ce que c'est une... Clairement, oui. Il a une tête de handballeur pas drôle. Voilà. Non mais c'est clair. En fait, c'est la question que je me pose. On dit souvent, et Deschamps l'avait dit lors de la Coupe du Monde, il n'a pas pris le 3e meilleur gardien, mais le meilleur 3e gardien. Il me semble qu'il a pris Landreau plutôt que de prendre Ruffier. Mais la question que je me pose, c'est par rapport à Costil. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est capable de mettre l'ambiance dans un groupe ou c'est le frère jumeau d'Olivier Giroud aussi. Sur le 3e gardien, c'est toujours un petit peu. Mais il l'a justifié comme ça. Hein. Parce que moi j'ai du mal. C'est ça. J'ai du mal à voir Costil en fait comme. Alors je le connais peut-être pas. J'ai peut-être pas assez suivi la saison du Stade Rennais. Moi non plus, c'est vrai que j'ai une méconnaissance totale en Costil. Hein. Parce que du coup, moi je me suis dit, mais si c'est pour prendre un 3e gardien, pourquoi ne pas mettre Areola dans ce cas-là? Oui, si alors c'est un vrai débat. Il était en balance. Hein. Bah oui, mais justement, si à la limite, si Costil fin de saison difficile. Hein. Si Costil est un très bon 3e gardien, pourquoi pas? Areola place en fin de saison. Mais Areola, il représente l'avenir de l'équipe de France au poste de gardien. Pardonne-moi Yannick, mais est-ce que c'est une question essentielle ça? Est-ce qu'on s'en fout pas en fait? On pourrait. T'es gentil. Non mais c'est vrai que c'est gentil avec tes chroniqueurs. Non mais je dis ça de façon générale. Le 3e gardien dans toutes les sélections, c'est un peu bon le gars. Pour en mettre un pour. Non mais c'est globalement au niveau des choix de Deschamps, c'est que je conteste le choix de Rami, je conteste le principe de sa liste de réservistes, et du coup j'ai envie de contester aussi son 3e gardien. Ah bah tu peux. Ouais. Effectivement, si c'est un très bon Charbonnier ou un très bon Landreau, pourquoi pas? Bah c'est comme ça qu'il a justifié en coup. Mais Costil, faut être honnête, Costil n'a aucun avenir en équipe de France. D'accord, ouais, c'est pour ça qu'il est 3e gardien. Il est de la même génération, je pense, que Mandanda et Loris. Et donc, quitte à mettre un 3e gardien, s'il n'a pas de 3e gardien joyeux luron, autant mettre un Areola qui lui dans le 3e gardien qui est un joyeux luron. Mais qui lui au moins il profite de l'expérience internationale Areola et tu profites vraiment en 3e gardien sachant que tu vas pas jouer, que tu vas être là alors que tu pourrais être avec ta femme, avec tes gosses, avec tes potes. Je pense que pour un jeune gardien comme ça, avoir l'expérience au moins d'une compétition, de devoir être présent, de pouvoir faire les entraînements, d'être. Après, pour répondre à ta question, Deschamps à plusieurs reprises l'a clairement dit que le rôle du 3e gardien c'est un ambianceur. Le fait que refuse. Est-ce que Costil est un ambianceur? C'est ça ma question. A priori, ça doit en être un puisqu'il l'a pris pour ça.
Donc moi j'en déduis que Je suis plutôt dubitatif. que c'en est un. D'ailleurs, Ruffier a refusé la sélection parce qu'il se sentait pas dans ce rôle-là. Bah Ruffier, oui, ce qui a été très mal compris d'ailleurs. Ruffier, ça se voit sur son front de toute façon que c'est pas le genre. C'est pas De toute façon, rigolo. il a pas l'air très drôle. Mais voilà. Après, moi je connais pas personnellement Costil non plus. Quoi qu'il en soit, la justification c'est qu'a priori c'est quelqu'un qui amène joie et bonne humeur dans le vestiaire. Ok. Il remplace le sel dans les salières et Stop. qui fait rire tout le monde. Voilà. Voilà. Stop sur Costil, voilà. Qui met des coussins Peter. Ah, voilà. Les boules puantes, etc. Alors merci sur Costil. Voilà, on a fait le tour peut-être avec l'équipe de France, le groupe A. Je vous propose une petite. On va pas parler de l'affaire. Alors il y a encore l'affaire, c'est ça. L'affaire. Alors on va l'affaire, Fred. L'affaire. Quelle est l'affaire? Benzema. Ouais. Ah bah oui, on en avait pas parlé. Est-ce qu'il faut en parler déjà? Il y a un débat sur est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il faut faire de la pub? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Bah oui, on a le droit d'en parler. Alors peut-être, mais t'as le droit. Vas-y, alors Thomas. Non, On te donne le droit, c'est ta dernière. Vas-y, lâche-toi sur Sur Benzema. Cantona ou sur Jamel ou ce que tu veux. Ah bah non, bah moi Benzema, tout ce que je sais c'est que j'aurais voulu le voir en équipe de France et D'accord. tout ce qui se dit autour avec en plus le version tabloïd espagnol retranscrite toujours en français et tout le monde qui se permet d'avoir un avis qui induit toujours une vision un peu plus large de société, j'ai l'impression, sujet politisé parce qu'on a voulu le politiser. C'est vrai. Donc complètement d'accord, moi si je dois me placer, il dit pas faux Benzema. Après bon bah ouais, c'est un peu un débile quand même de le dire. Il dit pas faux. Il dit pas faux. Alors là, on va en débat. Thomas, Fred. Qu'est-ce que tu Bah, moi, je non, pense que le sélectionneur et la fédération française, comme tout organisme public, subit des pressions. Voilà, Non, il y a eu un en choix fait, arbitré qui aurait pu peut-être s'arbitrer, même au niveau de la justice, autrement. Enfin, voilà. C'est vrai que moi personnellement je m'en fous, mais si je devais décrypter en fait le discours de Benzema, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est maladroit. Voilà, oui. Parce que j'ai l'impression qu'il mélange des choses. Bon, faut dire que son quotient intellectuel n'aide pas non plus pour ce genre de choses, mais pour moi, il fait en fait un amalgame entre les gens qui ne voulaient pas de lui en équipe de France, parce qu'avec toutes les casseroles qui traînent, la seule chose que certaines personnes avaient envie, c'est qu'on laisse cette équipe de France tranquille, au calme, sans problème, et effectivement la partie de la France qui est raciste, entre guillemets, ce qu'il voulait dire sûrement c'est les personnalités politiques d'extrême gauche qui lui en ont profité. Bon bah on peut pas. gauche. Pardon, extrême droite. Ouais. Excusez-moi, extrême droite. Mais Même d'extrême gauche. personne ne pouvait charger la mule sur Ben Arfa parce qu'il a été exemplaire. Hein. Il a fait son mea culpa, il a fait le dos rond. C'est un prétexte en quelque voilà. sorte. Et en fait Benzema c'est un peu, si vous me permettez l'expression, c'est l'arabe de service. Voilà, il a fait des conneries. Bon bah on lui charge la mule et puis il va prendre pour tous les autres. Et voilà, et on en fait, et Benzema en fait, Benzema, je pense qu'il a fait un amalgame entre ces deux types de personnes en mettant trop l'accent sur les racistes qui sont à mon avis minoritaires. Ah, très minoritaire, je pense très minoritaire parce à mon que avis. Hein. Effectivement, je suis pas sûr de ça moi. Effectivement, il y a eu une pression, je pense trop confiance en l'être humain peut-être. Je pense qu'il y a eu une pression populaire pour ne pas avoir Benzema en équipe de France. La raison pour laquelle je pense Noël Le Graët et Deschamps ont décidé de ne pas prendre Benzema, c'est qu'ils se sont dit bon ok, pour le moment il est présumé innocent, mais rien ne garantit que la justice ne va pas venir en plein milieu de la compétition pour le reprendre et le mettre devant les tribunaux. Rien ne garantit qu'il soit pas coupable. Moi pour moi c'est pas pour ça. Moi je pense qu'ils n'ont pas pris Benzema, ils se sont dit bon bah voilà, lui il a des casseroles, ça va encore nous retomber sur la gueule, autant le mettre de côté comme ça on est sûr d'être tranquille. Je pense que c'est surtout ça, c'est pas une question de racisme. D'accord, alors on a compris ton point de vue, merci Yannick. Et maintenant Fred qui va s'exprimer. Disons, il y a beaucoup de choses dans l'histoire de Benzema. Déjà qui est une frange de la France qui voulait pas de lui parce qu'il a un délit de sale gueule, c'est un arabe, c'est un musulman, c'est un mec riche. Délit de sale gueule, j'aurais pas dit. Ça existe. Ça va être carabiné la vie de Conan. Ça de Fred. Ça c'est vrai, ça existe, il suffit de lire les réseaux sociaux. Moi des horreurs sur Benzema, j'en ai lu des trucs, même des polémiques qui ont été entretenues dans la presse. Par exemple, l'histoire du crachat pendant la Marseillaise. Par exemple, qui était une histoire complètement ridicule, qui est absurde. C'est pas ridicule, c'est absurde. Et les politiques sont montés au créneau pour ça. Mais les politiques, et pas forcément des politiques d'extrême droite. C'est un levier formidable. Benzema, il représente l'antithèse du français publiquement. Voilà. C'est un levier formidable pour les politiques qui veulent de la fermeté. Alors qu'il est français. Donc ça c'est une chose. C'est de la fermeté que veulent montrer les politiques. Ça c'est une chose. C'est bien de rappeler les épisodes précédents comme le crachat parce qu'on a oublié avec tout ce qui s'est passé. On a oublié, et c'est vrai que autour de l'affaire Benzema, t'as quelque chose de nauséabond. Il n'en reste pas moins que
si on se base sur les déclarations de Benzema, donc sur ce qu'il a avoué publiquement, si on se base sur les écoutes, les enregistrements qui ont été faits, le texte des enregistrements, l'exclusion de Benzema de l'équipe de France est complètement justifiée. Et ça, il y a rien à dire. Ça, il y a voilà. Il y a rien à dire. Il a merdé. Il y a beaucoup qui ont à dire quoi. Non, il a merdé. Toi, tu n'as rien à dire, d'accord, mais apparemment, pour moi, ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Pour toi, d'accord. Donc il y a toujours. Sachant, attends, je termine juste et après je te laisse parler. Sachant que on est quand même toujours dans ce contexte après Naïsna, on est dans ce contexte un peu de dire bah voilà l'équipe de France doit être exemplaire, doit être absolument tous les joueurs doivent faire prompt. Faut pas oublier qu'un Griezmann Griezmann il est parti faire la fête avec les espoirs, il a été suspendu d'1 an d'équipe de France. C'était 1 an Griezmann. C'était 1 an Griezmann. Je suis d'accord avec Fred sur l'histoire du contexte. Il y a un contexte qu'on peut pas non plus. Il y a un contexte. Donc tous les joueurs aujourd'hui, tous les joueurs de l'équipe de France savent qu'ils ont intérêt à se tenir un carreau. Et puis, un joueur qui participe à l'extorsion de fonds à Clairefontaine d'un de ses coéquipiers, même si sa participation est mineure, et je pense que Benzema ne sera pas pénalement sanctionné, c'est pas une sanction pénale, c'est une sanction morale. Il y avait une autre histoire justement après cette histoire avec Valbuena, il y avait une histoire de drogue, une histoire de trafic de drogue également. Oui, où son nom était cité comme témoin, où son nom a été cité. Parce que du coup, ça mélange quand même énormément les domaines publics, du coup, et les domaines sportifs. Il y a même plus de distinction, comme vous dites là. La France représente la France. Alors qu'il doit y en avoir une dans l'histoire Benzema. On la voit bien avec les pubs, on est tous de la même couleur, enfin des trucs un peu fédérateurs. On a le même maillot, la même passion, la même couleur, tout quoi. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ce côté on fait qu'un de nouveau parce qu'on est trop dans la merde en France, donc c'est ça. Les Noirs, les Arabes, les Blancs, tous ensemble. Les Chinois aussi, les Chinois. Oui, et ça c'est quelque chose qui est mis en avant, et c'est voilà, et ça les joueurs le savent. Ça, les joueurs le savent. Et Benzema n'est pas n'est pas lisse, n'est pas un personnage lisse. C'est pas un personnage lisse. N'empêche qu'il est apprécié du groupe. Apparemment, apprécié du groupe. C'est certainement le meilleur attaquant français, un des meilleurs mondiaux. Personne le nie. Voilà, exactement. Non, mais tout à fait. Au niveau judiciaire, c'est là que ça pêche. On est d'accord. C'est pas au niveau judiciaire, c'est au niveau moral d'image. C'est au niveau de l'humain. Et c'est là que la confusion est faite et entretenue. C'est-à-dire que un des axes de défense des défenseurs de Benzema, c'est dit que tout le monde l'a désigné coupable, alors qu'il n'a pas été jugé. Et c'est pénal. Et ce qui est vrai. Et ce qui est vrai. Mais la sanction, pour moi, la sanction de Benzema, c'est pas une sanction pénale. Pour moi, sa participation à une extorsion de fonds est minime. Mais il y a quand même une participation. Et autant que cette participation, ce qui dit de Valbuena, et même au-delà de ça, à un truand. Au-delà de ça, qui est scandaleux aussi. C'est à toi de parler. Oui, au-delà de ça, si juste on prend l'exemple de cette histoire de trafic de drogue ou de blanchiment d'argent, je sais plus exactement. C'est un trafic de drogue. Son nom a été uniquement cité comme témoin. Témoin, ça veut dire qu'il n'est pas partie prenante de cette affaire, il n'est pas on va dire responsable, il n'est pas impliqué directement dans cette affaire. Le problème, donc pénalement, il ne risque rien, pénalement, il est blanc comme neige. Ah oui. Le problème, c'est que dans cette affaire-là, on va de nouveau parler de Benzema dans une affaire judiciaire. Ça va faire les choux gras de la presse. Alors, on en a parlé avant à l'apéro. Moi, j'ai dit on s'en fout quelque part. Voilà, mais parce que c'est tellement ridicule que ça prend des proportions tellement. C'est au niveau d'image. C'est pas au niveau d'image. Le débat, on en a déjà parlé. Ce débat a déjà eu lieu en fait quelque part. C'est que moi, c'est mon point de vue, c'est que le débat a eu lieu. C'est pas ridicule parce que c'est quelque chose de très clivant. Ce que je veux dire, c'est clivant, mais à un moment donné, on peut passer au-dessus du clivage qui est un clivage. Toi, tu peux, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens et peut-être des auditeurs qui nous écoutent qui pensent sincèrement que Benzema a été écarté parce que. Et ce débat a déjà eu lieu. Il n'a pas été écarté par racisme. Je pense qu'il y a des gens qui le pensent. Il a été écarté par délit de sale gueule. Mais aussi politiquement. Il a été écarté aussi politiquement quand un premier ministre qui intervient pour dire son avis sur une sélection, comme ça arrive beaucoup trop souvent, ça devient un sujet politique. Est-ce que c'est maintenant qu'on découvre qu'il y a des ingérences entre la politique, le sport, etc. Non, mais là, la face ça devient pire en pire. Oui, d'accord. C'est de plus en plus criant, etc. Mais ce débat sur Benzema a déjà eu lieu, selon moi. Enfin, il a déjà eu lieu pendant des semaines, etc. Maintenant, parce que le gars, il sort une interview dans Marca, on va de nouveau avoir le même débat. Marca, notons-le. On va en remettre une, en espagnol, etc. Alors attention, l'interview, j'en ai vu une extension. C'est pas digne de l'équipe de France et c'est pas digne de la France. J'ai vu une extension de cette interview, de ce qu'il dit exactement dans l'interview, sachant que c'est qu'un passage de l'interview. Ce qui ressort de l'interview,
interview, c'est que pour lui, il le prend vraiment comme une grosse déception de pas être en équipe de France. Il est très motivé pour revenir en équipe de France. C'est ce qu'il déclare. Il souhaite bonne chance à l'équipe de France. Après, voilà, sur l'interview, il interroge sur les chances de l'équipe de France. Bon, il répond des banalités du style, voilà, il y a beaucoup de talent, mais ça manque peut-être un peu d'expérience. Ça, je pense qu'il a pas tort là-dessus. Par contre, la chose aussi qui est très gênante, c'est qu'il charge Valbuena. Il dit, voilà, c'est-à-dire que la victime, les victimes, c'est-à-dire Valbuena et son entourage, parce qu'il y a une famille derrière Valbuena. Il aurait dit en gros que Valbuena n'aurait pas dit toute la vérité. N'aurait pas dit toute la vérité, que et en fait cette démarche de faire couche sur le fait qu'il voulait l'aider aussi. Et un petit élément, à un moment dans l'interview. Encore une fois, par rapport à Benzema, je pense que le fait qu'il ait voulu l'aider, je pense a été il l'a fait de façon maladroite. Je pense que c'était plus maladroit qu'autre chose. Non, je pense qu'il a été naïf. Très naïf. Est-ce qu'on le voit vraiment idiot, comme un gros naïf idiot, Benzema? Non, mais je pense qu'il il roule souvent sans permis. Mais je pense on imagine, je pense que on n'imagine même pas ce que les mauvaises influences et le mauvais entourage est capable de faire sur certaines personnes. Moi, ce que je dis toujours, c'est que les footballeurs, quand même, les footballeurs jeunes, actuels, le etc. plus jeune. Oui, il est plus jeune, mais quand il était jeune, il a explosé au niveau, il était très jeune. Je pense que si j'avais eu 18 ans maintenant, dans les années où il a explosé, etc., comme Balotelli, etc., parce que Balotelli c'est facile de critiquer, etc. T'aurais mis des pétards dans ta baignoire, t'aurais fumé le feu et tout. C'est quand même hyper compliqué. Et t'aurais craché ta Lamborghini. Je peux terminer peut-être. Oui, merci. C'est quand même difficile de se construire normalement quand t'as 18 ans, quand t'as vécu un centre de formation. Si vous voulez un exemple, c'est aussi ce football, comment dire, post-moderne, si je puis dire, qui est vraiment aliénant pour ces joueurs qui se mettent à respecter des injonctions, des influences néfastes après les agents, les conseillers. C'est compliqué d'avoir un point de vue aussi objectif, neutre quand on est. Après, c'est un débat mais beaucoup plus large. faut pas l'absoudre de son responsabilité. Je n'absous personne, je place un contexte. Il a fait une faute. Fait une faute. Pour moi, je suis d'accord avec toi globalement, Fred. Maintenant, il faut pas non plus. C'est facile de dire de l'extérieur. Non, mais il faut voir son cas. J'ai envie de dire, faut voir son cas un peu comme une généralité. Il est de quoi? Il est de 87. Il est de la même année que Ben Arfa. Ben Arfa, si je dis pas de bêtises, il a participé à une émission télé qui s'appelait À la Clairefontaine, où il y avait notamment Ricardo Fati, Habib Belaïd et un certain Gara Dembélé. Dembélé qui avait signé pro à la JOCR, qui s'est retrouvé au final à faire des clubs en Europe de l'Est, en Hongrie, des trucs comme ça. Et Dembélé était surtout connu pour avoir eu des problèmes judiciaires. Donc Benzema n'est pas le seul, on va dire, de la génération. C'est la version bêta de la starification du foot, cette génération. Parce que ces jeunes-là, parce que on a fait des expériences sur des jeunes footballeurs. Ces jeunes-là, c'est surtout ça que ça veut ces jeunes-là n'ont pas eu. Aujourd'hui, il y a peut-être une plus grosse sensibilisation au niveau des centres de formation par rapport aux pressions extérieures, par rapport à la gestion de l'argent. Pour donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec les problèmes judiciaires, il y avait, je sais plus dans quel SoFoot, il disait que 2/3 des footballeurs professionnels étaient ruinés après leur carrière. Un peu comme un NBA où c'est 70%. Voilà, mais parce que ce sont des jeunes qui sont confrontés à une vie qui n'est pas normale, on va dire, pour le commun des mortels. Ils n'ont pas le soutien psychologique, le soutien familial, le soutien éducatif nécessaire pour gérer ce genre de vie. Et dans un monde ultra concurrentiel dans lequel ils sont placés, en plus, il faut même un Ribéry, les conneries qu'a fait Ribéry, tu prends un Ribéry, il en a moins fait un Ribéry. Sinon, t'as Flamini, le mec, il va monter un substitut au pétrole. C'est bien parce qu'on a une conclusion qui met un peu tout le monde d'accord sur cet environnement, cette vie du footballeur. Le problème n'est pas Benzema, le problème n'est très jeune, c'est le problème. Le problème n'est pas Benzema, le problème c'est comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes pendant leur formation. Benzema, je le revois à 19 ans, serein. Souvent, ces jeunes-là partent à 13 ans de chez eux pour aller dans un centre de formation pour les meilleurs. Ils n'ont pas ce repère familial, peut-être cette rigueur familiale. Alors tout le monde est d'accord là-dessus, ça y est, c'est bon. C'est vrai, non, mais c'est vrai, hein, ce que tu dis, c'est pas faux. Après, ça loupe sous pas de tout. Non, par contre, on ne dit pas, attention Fred, pour être clair. Je veux être clair par rapport aux auditeurs et par rapport à tous ceux qui nous écoutent, c'est que l'explication sociologique, entre guillemets, n'excuse pas la responsabilité individuelle. Voilà, on ne cherche absolument pas à excuser. D'accord. Voilà. Je trouve que ça, là-dessus, voilà, je pense qu'on a une conclusion parfaite pour clore le débat Benzema. Le but n'est pas de l'excuser,
mais d'expliquer Voilà. comment est-ce qu'il en est arrivé là. Exactement. Si on peut se permettre, on n'est pas sociologue, on essaie de réfléchir un petit peu au-delà du foot, et je pense que c'est ce qui fait l'originalité aussi de cette émission depuis qu'elle existe, c'est que c'est pas que foot, c'est aussi un petit peu ce qu'il y a autour, les contextes historiques, politiques, géographiques, puisqu'on parle de tout le football mondial, et c'est vrai que les facteurs sont complexes pour arriver à comprendre la réalité. Alors merci pour ce débat, messieurs. Je pense que il y a juste un petit point à la limite que je veux dire. Encore, oui, vas-y. C'est à la limite, il y a une chose, je pense, sur laquelle on sera tous d'accord, c'est que s'il avait des comptes à régler avec quelqu'un, il aurait peut-être pu attendre la fin de la compétition. Et puis il aurait peut-être pas dû choisir Le Gret et surtout Deschamps, parce que je pense que s'il y en a deux qui l'ont soutenu, surtout s'il y en a un qui l'a soutenu, qui l'a pris, même quand plus personne ne voulait de lui, c'était Deschamps. Effectivement. Merci Fred, merci Thomas, merci Yannick pour ce débat. Le Morito Football Club sur RBS, vous êtes sur le 91.9 FM. Une pause musicale qui va vous mettre tous d'accord. À tout de suite. Voilà, c'était Jean-Pierre Foucault et Léon au Morito FC. Voilà, c'était Allez la France. Hein, le Jean-Pierre Foucault. Le Jean-Pierre Foucault, voilà. Le Jean-Pierre Foucault. Qui veut gagner des millions? Voilà, qui veut gagner des millions? Type, en vrai. Enfin, dans les années 70. Hein, 78, je crois que c'était la chanson de la Coupe du Monde de 78. Voilà, c'était Jean-Pierre Foucault et Léon, Allez la France. Enfin, une des chansons, parce qu'il y avait Montier aussi qui avait chanté l'hymne super célèbre, hein, des Verts. Il avait fait une chanson pour la Coupe du Monde 78. Et il y avait une autre chanson, c'était Jean-Pierre Foucault. Ben voilà, en tout cas c'était la chanson que vous venez d'entendre, Jean-Pierre Foucault et Léon. Je sais pas qui est ce Léon, mais en tout cas un pote. Il y a un Léon, un pote. Ah oui, c'est un accordéoniste. Un accordéoniste qui ont réalisé. C'est pas Léon Zitrone. C'est pas Léon Zitrone à mon avis, mais c'est Jean-Pierre Foucault et Allez la France. Il a déjà commandé du foot, hein, Léon Zitrone. Hein. Oui.
Au passage. Possible. Tiens, à propos de commentaires, vous pensez quoi de Marc Goton sur TF1? Bah ça élève quand même un peu le débat. Ah, ça élève le débat, il est même meilleur qu'à la fin sur Canal, parce que je le trouvais très irritant sur Canal à la fin, un peu en décalage et tout, peut-être déjà sur le départ. Là, je le trouve limite meilleur. Ça accompagne bien le match. Très à l'aise. Je me suis surpris à vouloir l'écouter, d'écouter un commentaire sur TF1. Ça fait assez bizarre, hein, mais je pense que TF1 a voulu élever élever le débat pour conserver quand même une frange de population peut-être à peine plus experte, aussi provoquer un changement dans dans cette longue continuité qu'est Christian Jean-Pierre, qui était un peu en plus un choix par défaut. Hein. Enfin, c'est quand même un peu malheureusement, avec Gilardi, avec Pascal Praud qui lui s'est tué, mais médiatiquement. C'est il est pas plus mal finalement. Pour être là, donc changer à ce moment-là, c'est pas mal, ça passe bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. D'accord, voilà, c'est le point de vue de Thomas. À présent, on passe au groupe B, le guide de l'Euro 2016 au Morito FC ce soir sur RBS. Sinon, puisque en petite parenthèse commentateur, j'espère juste qu'on n'aura pas Denis Balbir sur M6. Il est sur le singe hurleur. Le fameux singe hurleur, voilà, c'est ça. Je me permets de dire ça. Alors, si Monsieur Balbir, vous avez envie de me faire un procès comme au cahier du foot, allez-y gaiement. C'est pas à toi qui va faire un procès, c'est à RBS. Donc, du coup, il va gagner. Retire ce que tu viens de dire tout de suite. je retire. Voilà, on retire. Non, mais Monsieur Balbir n'est qu'un petit Ouistiti sympathique. Avec beaucoup de pento. Voilà. Alors, le groupe B, l'Euro 2016, le groupe B, il y a l'Angleterre, la Russie, le Pays de Galles et la Slovaquie. Comment est-ce que vous sentez cette histoire? J'ai un petit peu regardé moi l'effectif russe et j'ai quand même l'impression qu'on a affaire à une équipe russe vieillissante. On a les ça fait 15 ans qu'ils sont vieillissants. Voilà, on a les deux frères, les deux jumeaux Berezutski, Ignashevich derrière. Ils perdent Denisov là sur blessure. Globalement, il y a pas mal de trentenaires dans cette équipe. Donc la Russie peut terminer dernière. Ah, c'est une équipe expérimentée, donc la question est de savoir est-ce qu'ils sont déjà vieux, usés et fatigués, ou est-ce qu'ils feront jouer leur expérience pour passer. Maintenant, faut voir aussi quid des deux autres équipes à part l'Angleterre et la Russie, ce qu'elles sont capables de faire. Alors la Russie qui n'a plus Capello, hein, pour les fans de Fabio Capello, c'est fini. Hein, il s'est fait virer finalement. Super salaire, mais peu de résultats. Et donc du coup, c'est un autre coach. Les Pays de Galles et Slovaquie, peut-être le Pays de Galles qui est cette équipe qu'on connaît peu. 8e du classement FIFA, si ça n'a pas changé depuis. Alors ça, ce serait quand même. C'est vrai ça, non? Quand au sommet de leur art, ils étaient dans le top 8. Hein. En tout cas, ils étaient tête de série. Alors moi, j'ai 24e. Hein. Non. Ils viennent pas de se faire taper en amical là, les Pays de Galles. Peut-être, mais il y a un an, à la fin des éliminatoires, ils sont 8e, hein, je crois, un truc comme ça. À la fin des éliminatoires, en tout cas, ils étaient 8e. Il y a le classement FIFA et le classement UEFA. T'as peut-être le classement UEFA. Il y a deux classements en fait. Moi j'ai le classement FIFA face à la Suède. Moi j'ai 24e au classement FIFA. Oui, actuellement parce qu'ils ont dû redescendre. Aussi, d'après France Football de cette semaine. Oui, ils ont dû redescendre, mais ce que je veux dire, il y a un an. C'est l'UEFA, je crois, ils sont super bien classés. UEFA, leur championnat est pourri. Hein. Alors voilà, le Pays de Galles, on connaît Gareth Bale, mais est-ce que ça suffira? Il y a aussi Aaron Ramsey, il me semble. Aaron Ramsey, ouais. Oui. Il doit y avoir pas mal de joueurs qui doivent jouer en première, deuxième division. D'ailleurs, j'avais vu une stat intéressante. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais il y a plus de joueurs de championship qui vont participer à l'Euro que de joueurs du championnat de France de Ligue 1. Plus de joueurs de championship. Ça, c'est une statistique retentissante. Il me semble qu'il y a 24. M'étonne pas, en fait. Il doit y avoir 24 joueurs de championship et une vingtaine. T'as lu ça où? C'est des statistiques sur des forums de supporters. Il y a très peu de joueurs de Ligue 1. Mais en fait, la raison principale, c'est que pas mal de joueurs du Pays de Galles et d'Irlande du Nord jouent dans les basses divisions anglaises, ce qui fait que même comme les deux sont qualifiés, même d'Irlande. Hein, alors on a à la fois l'Irlande du Nord et le Pays de Galles. Il manque juste l'Écosse. Heureusement qu'il n'y a pas l'Écosse. Oui, ça aurait fait beaucoup de joueurs de championship. Ouais. Là pour le coup, on aurait eu l'Euro Championship. Mais du coup, le Pays de Galles, ils ont prouvé un peu à l'instar de l'Islande que c'est pas une équipe de peintres, qu'ils ont une bonne génération. Ceci dit, je pense que le Championship, c'est un des meilleurs championnats d'Europe. Hein. Mais en tout cas, c'est le meilleur championnat d'Europe de deuxième division. Dans le style de jeu, c'est assez kick and rush traditionnel années 70 anglais. Mais bon, cela dit, c'est financièrement, oui, il est très puissant ce championnat. Quand même des bons joueurs à toper là-dedans. Enfin ouais, défaite face à la Suède, donc 3-0, et puis il n'y a pas eu match. J'ai vu un résumé, enfin ils se sont fait marcher dessus le Pays de Galles. Donc moi je les avais pas vus jouer au moment de leur gloire pas si passée, enfin finalement, mais leur sommet de leur art, mais là c'était vraiment mauvais. Puis la Suède, enfin voilà, ça reste aussi assez faible, quoi. Alors les questions planent encore sur l'avenir du Pays de Galles dans cet Euro, et peut-être l'Angleterre. L'Angleterre là
C'est une équipe dont on parle beaucoup actuellement. Rooney a dit que c'est la meilleure équipe d'Angleterre dans laquelle il a joué. Alors est-ce que tu y crois, Fred? Bon, en même temps, vu les équipes dans lesquelles il a joué, ça devait pas être difficile, non? Oh, bah, il y a eu du Gerrard, du Lampard, Gerrard, Beckham. il a connu toutes les belles générations, lui. Hein. Est-ce que vous y croyez alors à cette équipe d'Angleterre, Fred? Franchement, Yannick, j'ai envie. Thomas, C'est une équipe jeune. elle est super belle, leur équipe. Ouais. Qui donne envie, ouais, mais en fait, c'est un peu la réflexion que je m'étais fait en regardant un peu tous les pseudo-favoris. Il n'y a pas réellement de favoris, il n'y a pas d'équipe qui se détache. C'est marrant, c'est ce qu'on disait dans les précédentes émissions, ça. Ça, c'est un petit peu sans participer, mais du coup, on se dit qu'il y a n'importe quelle équipe serait capable de faire quelque chose. L'Angleterre a une génération intéressante, la France en a une, la Belgique en a une. Peut-être le cas de l'Angleterre sans parler forcément de la relativité, mais ouais, l'Angleterre vous plaît. Ça peut le faire, mais c'est un peu ça. C'est une équipe. Il y a pas mal de jeunes joueurs. Pas mal de joueurs qui ont. Jeunes, du coup. T'aurais ces mêmes joueurs-là qui joueraient pour, je dis n'importe quoi, par exemple pour la Croatie ou pour la Russie. On dirait. Ah, là, c'est une équipe, ça peut faire la surprise, ça serait une équipe. Mais l'Angleterre peut faire la surprise, mais là, on a un peu un frein à la main parce que c'est l'Angleterre, parce que à chaque fois, on a envie qu'ils gagnent et à chaque fois. Non, mais justement, ils sont capables de faire quelque chose, ils peuvent très bien arriver en quart de finale, mais en fait, il y a tellement d'équipes qui sont capables d'aller en quart de finale. Ouais, pas tellement. Il y en a pas tant que ça, en fait. En quart, si. Tu vois, là, par exemple, la Russie, je les vois pas du tout. Mais peut-être la Russie, mais la Russie, la Roumanie, la Suisse, tu vois. Vu le format de la compétition, l'Islande est capable d'aller en quart de finale. Alors justement, avant, l'Islande, ouais. J'ai oublié avant, on va donner le quartet dans l'ordre, votre quartet dans l'ordre pour chaque groupe. Alors le quartet dans l'ordre pour le groupe A, France, Roumanie, Albanie, Suisse. Qu'est-ce que... France, Albanie, Roumanie, Suisse. Très bien pour Fred. Dans ton ordre. Ok, Yannick. Surprise quand même chez moi. Hein. Ah oui. France, je dirais France, Suisse, Roumanie, Albanie. France, Suisse, Roumanie, Albanie pour Yannick et pour Thomas. France, Albanie, Suisse, Roumanie. Ouais, le même pour moi. Fred avait changé Roumanie et Suisse, c'est ça. Fred, voilà, Suisse dernier. Suisse dernier, voilà. Ok, voilà, donc c'est clair. La France facile pour tout le monde. On va voir si la France va réellement faire honneur à son statut de favori. On a quand même le groupe le plus faible. Hein. Voilà, on a fait le tirage pour nous, donc ça serait un peu moche de passer. C'est vrai que le tirage a été fait sur mesure, en quelque sorte. Dans le groupe B, il y a aussi la Slovaquie, hein. Attention. Ouais. Qui a battu l'Allemagne en match amical il y a alors match amical qui veut rien dire, bien sûr. Avec la crête de Marek, mais Marek Hamzik, voilà. Weiss, ils ont des bons petits Skortel, tout ça, ouais. Meilleur que quelques joueurs. Meilleur que la Russie. Après Vass, il joue aux Émirats maintenant. Ouais, mais c'est quand même enfin je sais pas ce qu'il devient du coup, mais un excellent joueur. Je pense que c'est au-dessus de la Russie. Je pense pas non plus que c'est ça qui va bouleverser, ça peut. Mais en deuxième dur du coup derrière l'Angleterre, parce que l'Angleterre, si on dit qu'elle a une génération jeune, etc., qu'elle peut tout casser, machin, derrière Russie, Galles, Slovaquie, c'est serré. Enfin, alors le après ça peut finir deuxième, hein, la Slovaquie. Ah bah, oui, oui. Ah, moi je les vois deuxième, moi. J'ai envie. Slovaquie deuxième. Ah oui, c'est audacieux, mais c'est possible. Moi je les vois. Bah Hamzik, c'est quand même il y a quand même des joueurs au-dessus par rapport. Bon, il y a Gareth Bale, pardon. Au Pays de Galles, bon la Russie comme tu disais c'est vieillissant, ça a pas l'air très flamboyant. Peut-être. Hein. Justement moi je vois plutôt la Russie en deuxième. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que avec l'expérience, d'accord, pour en faire la différence. Le quartet de Thomas dans l'ordre. Enfin sans grande originalité, Angleterre premier, Slovaquie faut pas déconner. Galles deuxième, troisième Slovaquie, quatrième Russie. Ok. Pour moi ce sera Angleterre, Russie, Pays de Galles, Slovaquie. Voilà pour Yannick, encore dans l'ordre, hein, annoncé, donc c'est bien, voilà. Pas besoin de réfléchir, c'est bien. Fred, presque tenté de te suivre en fait. Voilà. Je vais faire Angleterre, Slovaquie, Pays de Galles, Russie. Ah, c'est tentant la Slovaquie, hein, avec Marek et tout, c'est un peu la prime, ça peut être prime au beau jeu. C'est leur premier euro, ils sont chauds, Moi je mets Angleterre, Slovaquie, Russie et Pays de Galles en dernier. Pays de Galles dernier. Oui. Ils ont quand même fait un sacré parcours. Hein, ouais, mais bon, justement, là, ils sont déjà arrivés au sommet. Groupe faible. Ouais, c'est le groupe éliminatoire faible aussi. Hein. Ils avaient Israël, c'était pas non plus. Ils finissent devant l'Écosse, justement, je crois. Le groupe C, messieurs, l'Allemagne, l'Ukraine, la Pologne et l'Irlande du Nord. Intéressant, la Pologne. Hein. Alors, la Pologne. Très intéressant. Tu y crois, Fred? Ils ont perdu en amical, hein, par contre. Très intéressant, très volontaire, bonne attaque, bien meilleur qu'il y a 4 ans chez elle.
c'est pas mal. Ouais, l'Euro arrive à peine tôt chez eux parce que là ils ont une équipe. Tu vois, tu me parles de petites surprises qui peuvent aller en quart, bah eux, ouais, ils peuvent faire. Oui, pourquoi pas. Ils peuvent faire. Pour moi, c'est au-dessus de l'Ukraine. Ouais. Et l'Irlande du l'Ukraine Nord est aussi, intéressante aussi. Ouais, Yarmolenko. L'Irlande du Nord se fera taper. Pour moi, ils seront écrasés. Pour moi, ils seront pas écrasés, l'Irlande du Nord. Pour moi, ils vont peut-être pas passer, ils vont peut-être sortir avec 3 défaites, mais ça va être 3-1-0. Ils prendront un point contre les Ukrainiens à la limite, mais voilà, tu vois. Ça va être rugueux sans doute. Ça va être rugueux. Ils mettent premier de leur groupe. Ils font des très bons amicaux. Je pense qu'il n'y a pas de grosse individualité, mais c'est un gros collectif. Mais j'ai jamais vu jouer après, mais c'est sur ce que j'en lis. Okay. Peut-être une petite équipe surprise, peut-être pas pour passer le premier tour, mais pour aller titiller, pourquoi pas même l'Allemagne. Alors un commentaire, oui. Ouais, non, mais la Pologne, enfin, quand on voit l'effectif, avec notamment Krychowiak au milieu, qui est quand même phénoménal avec Séville, c'est quand même ça va devenir un très grand, je pense. Il peut tenir un milieu tout seul. Il y a Piszczek, Błaszczykowski, les anciens de Dortmund. Camille Glick. Piszczek qui est toujours. Trois gardiens de bon niveau. Bon, si on dit que Boruk est de bon niveau pour rigoler un peu, mais Fabianski, Szczesny. Il était bon, Boruk. Hein. Il était très bon. Il a un peu grossi depuis, mais Zielinski devant, qui est aussi un bon joueur. Joueur d'Empoli, qui annoncé à Naples. Ah, annoncé à Naples. A priori, ouais. Ah ouais, et puis forcément Lewandowski. Et besoin de le présenter. Qui est excellent. Enfin, c'est 2 pointes. C'est une belle équipe. Ça peut faire un. Alors, vous avez tendance à y croire. Avec la moitié de l'équipe qui est du championnat local. L'autre moitié, t'as quand même des joueurs bien aguerris. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Je dis peut-être pas battre l'Allemagne, mais ils les ont battus il y a pas si longtemps. Ils les ont battus en éliminatoire. Alors, question sur l'Allemagne. C'est la première fois de leur histoire, je crois, qu'ils battaient l'Allemagne. L'Allemagne, qu'est-ce que ça vaut? On y croit? C'est un peu plus faible qu'avant ou c'est moins à la vue de l'effectif? C'est un renouvellement de génération. On dit ça, mais c'est vrai il y a un renouvellement de génération. Ils n'ont pas d'attaquant en fait. Il y a comme en 2014. Oui, mais à part lui, Podolski. C'est vrai que Gomez a été Podolski, on le cite comme attaquant. Non mais ce qui est marrant, c'est que dans la liste, moi il me semblait avoir vu Podolski milieu de terrain et Götze Müller attaquant dans la liste officielle. Après ça c'est les Allemands. Tu vas avoir les milieux qui vont jouer attaquant, tu vas avoir les latéraux qui vont les latéraux qui vont jouer centraux. Si on regarde le milieu pur et dur, parce qu'on va considérer que Müller il joue devant, il va coller les pions. Mais si on regarde le milieu sur le papier, il se perdrait effectivement, mais sur le papier le milieu est monstrueux. Draxler joue à ailier gauche. Reste à voir les niveaux de Götze, de Zil, mais c'est fort hein, quand même. Et il y aura Emre Can au milieu de terrain. Voilà, Emre Can. Le milieu de terrain, il est juste magnifique. Par contre, la défense c'est autre chose. Après, ils ont perdu Lahm, ils ont Schweinsteiger qui est plus à son niveau. Voilà. Ils ont Podolski qui est plus à son niveau. En défense, il n'y a pas non plus Hummels, quid de son niveau. Ils ont Hummels Boateng. Hein. Faut voir le niveau de Hummels aussi. Hein. Arrête. On sait jamais. Il pas déjà fait cramer sa maison, Hummels? Non, c'est encore. C'est plus au niveau des latéraux. Hein. C'est vrai qu'on. Si ça se trouve, ils joueront sans latéraux. Il y a Vedes. Hein. Non, il y a Hector qui fait une passe décisive. Hector, Rudiger, enfin. Hector, le joueur de Cologne. Ouais. Voilà, c'est pas. Ils peuvent très bien jouer en 3-5-2. Mais c'est vrai que les Allemands m'impressionnaient plus il y a 4 ans, par exemple. Mais justement, les Allemands étaient peut-être beaucoup plus. On les voyait vraiment aller jusqu'au bout, et là, on se dit oui, non, enfin, ils peuvent. C'est pour ça, il n'y a pas vraiment de gros favoris. Il n'y a pas d'équipe qui se dégage vraiment, en fait. La vraie question, c'est même l'Allemagne. Ok, on accélère. Ils ont Özil sur le côté, et c'est à peu près tout Sané, mais pas. Enfin. Ok, alors on accélère un petit peu. Sané, alors je sais pas. Leroy Sané. Ouais, je sais pas justement. En hommage à Claude Leroy, effectivement. Alors je sais pas ce qui va être par rapport à lui, mais il a participé à la qualification de sa sélection aux Jeux Olympiques. Puisqu'il a fait partie, je crois, du championnat d'Europe Espoir, quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'il sera du voyage au Brésil, sachant que l'Allemagne est qualifiée pour les Jeux Olympiques, pour le tournoi olympique? Alors ça, tu m'embouches quoi. J'avoue. Voilà, en tout cas sur l'Allemagne, le débat est un petit peu conclu, c'est-à-dire qu'une équipe peut-être moins forte qu'il y a 2 ans. Mais avec encore des grands joueurs. Allemagne, Pologne, Ukraine, Irlande du Nord. Et une équipe qui est toujours de toute façon en quart de finale, demi-finale, ils y sont toujours, donc il faudra compter avec eux forcément. Votre quartier dans le groupe C. Comme on dit, hein, le football est un sport qui se joue à 11 et à la fin c'est toujours les Allemands qui gagnent. Donc voilà, c'est très original comme citation. Voilà. Non mais c'est quelque chose qui se vérifie, qui se vérifie tout le temps. En même temps, qui se vérifie depuis des décennies. Donc avant 2014, ils n'avaient pas gagné depuis 18 ans. Hein.
Oui, mais bon. Ah bah, Si, ils avaient gagné l'Euro 96. Hein. Ah ouais, remarque, ça 18 fait ans. 18 ans. 18 C'est ça, ans déjà. ça passe vite le temps. Hein, ça te rajeunit pas, Fred. Ouais, c'est vrai. Et voilà, alors le quartier, Allemagne, Ukraine, Pologne, Irlande du Nord. Hein, attention, Irlande du Nord. Irlande du Nord, ouais. Alors Thomas. Eh ben, moi j'ai joué au foufou, mais je mets Pologne premier, deuxième Allemagne, troisième Ukraine, Irlande du Nord, quatrième. Mais première Pologne. Pareil, allez, pareil pour moi. Ça me met pas l'Irlande du Nord premier. Ah. Allemagne premier, Pologne deuxième, Ukraine troisième. Voilà, ok. Classique. Un classique, quelque chose de simple. Et Fred qui va tenter la surprise irlandaise. Non, je l'ai dit. T'as dit quoi? Non, je t'ai dit Allemagne, Pologne. Allez, Allemagne, Pologne, Irlande du Nord, Ukraine. Voilà. Bah voilà. Et Irlande du Nord, meilleur troisième. Ouais. Qui se qualifie donc pour les huitièmes. Ça, ce serait incroyable. Marrant qui joue la France. On accélère un peu le groupe D. Dans le groupe D, on a l'Espagne, la République tchèque, la Turquie, la Croatie. Ah, beau groupe ça. La Croatie, c'est très fort sur le papier, mais vu qu'il y a des problèmes au niveau de la Fédé, problèmes internes, ça. Problème de hooligan aussi. Problème de hooligan. Je pense que ça va. T'as lu des articles aussi comme moi, sans doute sur footballski.fr. J'ai pas vu ces articles-là. Moi, je pense qu'ils vont faire un commando pour faire le bazar au moins un match, comme ils ont déjà fait en Italie notamment. Allez, les supporters. Ouais, les supporters. Sinon, après Croatie, très très belle équipe. Ouais. Sur le papier, ouais, c'est impressionnant. Sur le papier, Rakitic, c'est vraiment beau. Mandzukic, etc. Kovacic, Brozovic. En ouverture, c'est eux qui avaient joué le match d'ouverture en 2014 face au Brésil. Ils avaient mis le terrain Rakitic, Kovacic, volé en plus. Ah, complètement. Modric, Kovacic, Rakitic, ultra joueur, voilà, enfin. Mais ils sont Perisic aussi, hein. Perisic, qui marque, je crois. Hein. Ouais. Le premier but. Il y a un penalty ou deux oubliés pour la Croatie à ce match-là. Bon, il y a tout qui est. Il y a tout qui est. C'est l'arbitre japonais qui. Et puis but hors jeu de Fred, je crois aussi. Ouais, avec un penalty bidon, enfin un truc. Ou penalty. Non, c'est le penalty bidon. Ouais. Ah là, il y avait effectivement de quoi il paraît que le penalty était bidon après. Yannick qui n'est pas d'accord, qui soutient que ce match a été complètement. Non mais c'est une année que j'ai volontairement effacée de ma mémoire. Ah voilà, c'est ça. Mais même toi, je pense que ça t'a fait aussi honte que le 7-1, hein, je crois. L'autre il aura ce match. Franchement, je vois pas de quel match tu parles. Non, mais pour moi, il y a eu un quart de finale et un match de la 3e place, mais en fait entre. Qui était honteux, c'est le match de la 3e. Ouais, non, mais je l'ai pas vu. Je l'ai vu du coin de l'œil, mais. J'ai revu ce match exceptionnel. C'est une anomalie footballistique. Le 3-0 là. Non, le 7-1. Une autre couche encore. Ah ouais, non, mais je vois pas de quoi vous parlez là. Ça étale. Je vois vraiment pas de quoi vous parlez. Rappelons aux auditeurs que Yannick est un fan de l'équipe brésilienne, un amoureux du foot brésilien tout court. Mais il a eu le cœur brisé. Hein. Et il a eu vraiment le cœur brisé il y a 2 ans. Heureusement que c'est l'Euro là, il y a pas de Brésilien. Tant mieux pour toi. Hein. Oui, parce que c'est un peu peut-être se réconcilier avec le foot. Hein. Peut-être. Brésil qui fait 0-0 en ouverture de la Copa América d'ailleurs. Ouais, c'est. Alors on parlera peut-être de la Copa América si on a le temps. On accélère un peu du coup si on veut. Hein. Turquie. Comme tout a été dit quasiment, voilà votre Turquie, la Turquie pas mal, hein, qui a gagné contre l'Autriche il y a quelques semaines. Ouais, bon, c'est pas non plus extraordinaire. Hein, il y a Fatih Terim quand même. Ça reste un grand pays de football. Les Tchèques c'est solide et les Espagnols, c'est comme l'Allemagne, c'est un des favoris. Voilà. Les Espagnols contrairement à il y a 2 ans, ils ont quand même bien rajeuni leur effectif. Ils ont quelques joueurs intéressants, dont Saúl Ñíguez, Koke. Saúl qui a été enlevé du coup, qui faisait partie des 25. Saúl et il était retiré, et Isco qui sont partis des 24 et 25e joueurs. Ils ont pris des petits vieux aussi. Ouais, quelques vieux là, les Juan Fran. Adouiz. Ouais, il y a Juan Fran, il est pas si vieux que ça. Hein. Il y a Vasquez, Nolito, il y a des nouvelles têtes, Morata, Aduriz, c'est cool, ça récompense quand même une super saison d'Aduriz, une vraie possibilité. Il a 35 ans. Lui, il est vieux du coup, oui. Ouais. Koke, Alcantara. Après, voilà, c'est la question, est-ce que c'est pas celle de trop pour Del Bosque, pour certains vieux grognards, par exemple Iniesta même. Ce sera jamais trop pour Iniesta, non? Ou est-ce qu'ils vont nous faire un baroud d'honneur? Je pense qu'ils ont, avec la pointe de jeunesse qui a été ajoutée à cette équipe, je pense qu'ils ont aussi leur ils ont leur mot à dire. Voilà, ils ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire. Ils peuvent très bien, pour moi, ils peuvent très bien garder leur titre pour une 3e fois. Ok, alors j'irai pas jusque là quand même. Oui, je suis assez. Moi, je vois comme un des favoris. Hein. Ah c'est clair que quand tu gagnes 2 euros consécutifs, même si en 2014 ça s'est pas bien passé, il y a quand même eu la Coupe du Monde 2010 avant, donc oui, effectivement, il y a possibilité forcément pour l'Espagne de l'emporter avec le talent, et puis les clubs qui ont démontré quelque chose dernièrement en Coupe d'Europe, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'Espagne forcément logiquement favori. Après
Del Bosque, très bon coach, équipe un peu renouvelée, ça peut le faire, mais ça peut aussi se déliter, faute de motivation peut-être au cours de la compétition. Votre quartet dans l'ordre, s'il vous plaît, messieurs. Espagne, République tchèque, dont on n'a pas parlé, mais c'est vieillissant sans doute aussi, encore une fois, comme toujours. Hein, c'est un peu qui prend la fin de carrière pour Rosicky au fait, non? Ce petit hommage, parce qu'il était cool ce joueur. Enfin, moi j'aimais bien. C'est esthétiquement très très beau à voir. Annoncé au Racing à une époque, mais jamais suivi de fait évidemment. Et Turquie, Croatie, voilà. Donc Turquie, Croatie, République tchèque, Espagne. Qu'est-ce que vous me dites, Fred? Espagne, Croatie. Turquie, République tchèque. Ouais, Tchèque, allez hop, les Tchèques. Et la Turquie, non. Non, pas la Turquie. D'accord, pas la Turquie. Yannick? Ça risque d'être assez serré à mon avis. L'Espagne en premier. Après, j'aurais tendance à quand même mettre la Turquie en deuxième et la Croatie en troisième. D'accord. Et donc la République tchèque en quatrième. Ouais, moi aussi je les vois pas trop. Pareil, Ok. L'Espagne qui va profiter de la guerre entre la Turquie et la Croatie pour la deuxième place, je pense. Ça va être serré entre les deux parce que la Turquie, je les enterre pas. C'est le souvenir de l'Euro 2008, encore vivace du coup. D'ailleurs, à noter que j'aurais l'immense honneur d'assister au match opposant le premier de ce groupe face au troisième des groupes, je crois BEF, huitième de finale qui se jouera à Lens. Ah bah écoute, on suivra ça. Enfin, tu suivras ça et tu nous. D'un côté, j'espère un petit peu l'Espagne. D'accord. Ça permettra de voir une belle affiche. Je pense à hyper serré, 3 premières places, Espagne, Turquie, Croatie, et allez un truc punk, Croatie, Turquie et Espagne en 3 avec l'Espagne qui se qualifie meilleur troisième. Punk. Et République tchèque 0 point, 1 point, allez. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est improvisé, c'est difficile de prévoir, de toute façon c'est un petit peu le pronostic. Le pronostic, c'est l'exercice. Groupe E rapidement là aussi, Belgique, Italie, Irlande, Suède. Alors l'Italie, ça va être la défense de la Juve, Buffon, ça va défendre et ça va marquer sur contre-attaque. Voilà. Ah mais c'est clairement ce qu'il a envoyé comme message. Collectif, il n'y a aucune individualité, on va dire mondiale, internationale, mais il y a des petits joueurs qui peuvent éventuellement. Pas de Berardi, pas de Giovinco, il a pas pris de dynamiteur, il a pris des lieutenants un peu. Des joueurs physiques, des joueurs sur lesquels il pouvait compter par rapport au collectif, par rapport à Antonio Conte, par rapport à cette c'est certainement une des moins belles équipes à regarder de cet Euro. Enfin, une des moins belles Italie sur le papier. Moi, j'attends de voir. Parce que j'attends de voir. Vu comment il construit son équipe, on sent clairement que c'est voilà. Moi, les échos que j'en ai aussi, c'est retour Catenaccio 82. Ouais. Ça va être sali. Conte fait un commando pour partir à Chelsea tranquille après. Après, est-ce qu'il a les moyens de faire autre chose? Il y a des petits joueurs qu'on connaît pas trop, comme Candreva par exemple qui est très bon, mais que vu que le championnat d'Italie a perdu de cote, on s'intéresse moins à ce qui se passe. Il a pris Eder quand même quoi. Eder c'est nul, c'est Immobilier. Il a pris Immobilier. Ouais, en attaque c'est assez pauvre. Après il y a Insigne qui. Il y a pas Dybala aussi. Dybala non, qui est argentin. Ah il est argentin pardon. Voilà, c'est dommage. Il me semblait qu'il était Parolo au milieu de terrain. Argentin. Parolo très bon par exemple. Ça c'est les joueurs qu'on connaît pas qui peuvent être très bons. Candreva, il y a Pelé, non Graziano Pelé qui de temps en temps un petit but de la tête. Il y a Zaza aussi, Simone Zaza. Moyen, ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les latéraux peut-être, Darmian à droite, ça peut être pas mal en 3-5-2. Florenzi qui est bon, très bon Florenzi. Après faut voir comment ça se goupille au niveau collectif. Là c'est vraiment il prend Sturaro plutôt que Jorginho du Napoli. Enfin il fait quand même c'est clairement un message, c'est clairement un message pour dire on va jouer la récupération, la relance, le physique. Il y aura Thiago Motta aussi, il me semble bien. Thiago Motta, bon. De Rossi, grosse expérience. Bon des lieutenants, enfin des vieillards en quelque sorte, enfin des vieux de la vieille qui ont cet esprit. On dirait une équipe à Domenech, on dirait vraiment une équipe à Domenech avec Alou Diarra, enfin voilà. Que des 6. Enfin comparé à Alou Diarra, De Rossi. Non, plus j'y réfléchis, plus je suis confiant. Le seul problème c'est que le groupe est un peu difficile en fait. C'est un peu difficile à la Belgique, bon. Et puis la Suède. La Suède c'est pas si mal. Bon, Ibra qui avait déjà éliminé l'Italie en 2004, donc mauvais souvenir. Et puis en forme là. L'Irlande, c'est les souvenirs aussi de 94 qui risquent de remonter. Malheureusement pour l'Irlande et son magnifique public, je pense que ça suffira pas. Ça suffira pas pour l'Irlande, ça va être difficile. Ouais. C'est faible. C'est très faible l'Irlande.
La Suède, qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible la Suède? Ouais, ou... Zlatan, Zlatan, gros niveau sur sur le match gagné là. Et hormis Zlatan, il y a quelque chose ou? Un petit milieu de terrain dont j'ai oublié le nom qui met un but qui provoque énormément là tout le long du match. J'ai oublié son nom, pas mauvais. Il y a Guidetti de Guidetti, qui est pas un mauvais joueur. qui marque d'ailleurs dans le dernier match. Avec un peu de chance, parce qu'il fait un beau petit lob sur le dernier défenseur, on le croit presque technique, puis sur la demi-volée, finalement, il arrive pas à tromper le gardien directement, le gardien est quand même dessus, du coup ça perd un peu en valeur, c'est Guidetti, bon je suis pas sûr, il y a pas de Larsson du coup, mais Zlatan impressionnant, vraiment en 10 sur le match, mais 10 terraquista, c'est comme ça qu'on dit en italien. Trequartista. Ah bah Trequartista. Beaucoup mieux. Qui organise énormément, se place souvent derrière, demande de ballon en retrait pour des frappes de loin. Le 10 à l'ancienne, quoi. 10 Ouais, à c'est l'ancienne. ça. Bah, c'est le mec qui est sur la ligne des Exactement. 3 quarts en fait. C'est il y a le terrain étant divisé en 4 quarts, si on sur la ligne latérale, Ah bah voilà. c'est Ok. c'est le gars qui squatte sur la ligne des 3 quarts en fait. Ah bah tu m'as j'ai jamais compris. Trequartista, voilà. Trequartista. Un trois quartiste. Celui qui voilà, 3 quartistes, exactement. Ouais, exactement. Donc l'Italie, oui. Ouais non mais voilà pleinement dans cette dynamique là. Du coup je suis curieux parce que Zlatan qui porte un petit peu son voilà avec toute la fierté qu'on lui connaît. Il est meilleur à ce poste-là qu'en numéro 9 où il essaie de choper tous les ballons, quoi. C'est Voilà, bah on verra ce que ça. Il a tendance, pour ceux qui ont pu voir, je pense quelques matchs cette année en club, il avait tendance à redescendre, récupérer les ballons, et le fait de le placer en numéro 10 fait qu'il va de toute façon redescendre, les récupérer ces ballons et orienter le jeu. Ça n'empêchera pas d'être aux avant-postes s'il faut mettre un coup de patte ou. Je pense que la Suède y sera présente, sera ça peut être une bonne compétente. chose, mais Ils vont mettre en difficulté l'Italie, ça c'est sûr. Après, mais même malgré La ça, Belgique, je peut-être sais pas, aussi, malgré ouais. ça, je les vois pas finir deuxième. bon, peut-être premier. Non, troisième, d'accord. justement. Ok, Peut-être premier. d'accord. Alors justement, Yannick, ton quartier. Bah, je vois quand même la Belgique. Je vois quand même la Belgique deuxième. Belgique. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Italie 1, Belgique 2, Suède 3. Voilà, c'est ça. Ok, On peut dire ce qu'on veut sur la Belgique. Ils ont, même si effectivement ils ont perdu Vincent Kompany, ils ont quand même des bons joueurs au milieu et en attaque. Donc Et puis derrière, ils ont la Ouais. défense de Tottenham qui est la meilleure défense de Première Ligue. Ils sont surpuissants. Ils ont Nainggolan. Ils sont Ça devrait passer quand même le premier tour. là, ils ont. puis ça Après, derrière, ça va taper une demi. Je crois que la demi, ça peut pas être Et face puis à nous. devant, ils ont Je sais pas. entre autres Lukaku Benteke. Alors je crois que Benteke était blessé cette saison, une partie de la saison. Ouais, il était remplaçant et Ouais. il jouait toujours les 5 dernières minutes des matchs. Mais avec Jürgen Klopp. a mis quelques buts. normalement Lukaku Benteke sont deux attaquants puissants, rapides. normalement, très après, bon. c'est plus le collectif qui me fait un peu peur, quoi. C'est Stalchimi qui était. Ouais, c'est pas, je sais pas. En fait, Sur les amicaux, je les ai vus jouer un peu contre la Norvège hier et contre. Apparemment ils avaient fait un match contre la Finlande qui était pas glorieux. Ouais, celui-là je l'ai pas vu. J'ai vu contre la Suisse, c'était pas mal. Contre la Finlande, il paraît que c'était nul. Et contre la Norvège, c'était nul pendant 70 minutes et ils ont mis 2 buts coup sur coup. Où ils ont accéléré. Où là, t'as vu quand même qu'il y a du potentiel, quoi. Il marque à la 3e minute par Lukaku. Il s'endorme. La bonne équipe de Norvège en face. Ouais, enfin, mais tu vois, par exemple, c'est là qu'on dit valoriser aussi un peu l'équipe de France parce que finalement, la Norvège, est-ce qu'ils sont meilleurs ou pires que l'Écosse? Ouais, mais en rentrant à chaque fois dans ce type de comparaison, Je pense qu'ils sont mis, et je pense que la France, ça a fait plus plaisir qu'à voir que la Belgique, par exemple. Alors il faut attendre de voir les matchs officiels pour Dembélé, avoir des Je sais avis. pas, moi je suis un peu Au niveau plus- de la construction, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des joueurs créatifs. Ah non, mais ils ont un potentiel énorme, hein. Ils ont Même un au niveau potentiel collectif, énorme, du coup, mais je sais pas, moi Ils ont De Bruyne pour orchestrer le tout dans les 30 Alors Fred, minutes. ton quartier, c'est quoi? C'est Belgique en 1, Italie en 1, R en 1. Allez, tiens, je pense que la surprise, ça va venir de là. Je vais dire Suède, Belgique, Irlande, Italie. Ouh là là là. Italie, là. Ouh là tu là vas là te faire là. dans le surprenant. Alors, tu vois, ça, c'est- avec l'Italie, j'y crois pas du tout. en Coup fait. de alors il y croit pas. Moi j'y crois de plus en plus. Je sais pas pourquoi, mais parce que en Moi, fait. j'y crois pas du tout à cette collectif, équipe d'Italie. d'accord, et- Ok, bah on verra. Fred, l'Italie en 4 pour c'est le coup de tonnerre. Hein, Je ne le souhaite pas, hein, je précise. Oh, hein. si, si. Je suis sûr qu'il le souhaite. Non, hein. non, je ne le souhaite pas. Il a le sourire en le disant Ouais. un peu. Non, mais franchement, ça m'embêterait parce qu'il y a des joueurs dans cette équipe que j'aime beaucoup. Par exemple, un Buffon, un De Rossi, tout ça. Moi, un peu cette vieille garde, j'aime beaucoup. Allez, alors, Non, mais après, il faut quand même finir devant l'Irlande. On va les mettre 3 heures. Voilà. Faut pas non plus. Bah, tu fais ce que tu veux. Bon, non, je les mets 4e. J'aime bien l'Irlande, en fait. Mais Ok. voilà, je Ok. pense pas qu'on puisse aller loin dans un euro avec cette configuration.
Très bien, merci Fred pour cette analyse. Cela dit, moi je précise, enfin je pense quand même que n'importe quoi ce que j'y mets. Bon. ce que je Je le précise quand même. Ouais, c'est bien de le dire aussi. Enfin, Bah oui. Je pense quand même qu'une équipe qui a une défense aussi forte que l'Italie peut difficilement se faire éliminer au premier tour, quoi. Bon, si, d'autant que c'est des joueurs fragiles en plus, les trois en question, ça peut. Tiens, on a vu ce que ça a donné il y a 2 ans. Hein. Bah, il y a 2 ans, c'était Prandelli qui avait une autre philosophie de jeu qui était pas sur la même les mêmes paramètres que Conte. Et Conte, il va faire du classique Mais moi, ce que j'ai peur, ce que j'ai peur, c'est un peu le mental de cette équipe d'Italie en fait. Bah, je pense que c'est ça qui et c'est là-dessus qu'ils ont perdu il y a 2 ans. Ouais, mais là cette année justement t'as pas Balotelli, Suarez, t'as pas Balotelli, justement t'as pas d'autres joueurs qui ont été écartés par rapport à la mentalité. Et là t'as des joueurs, des grognards, le retour un petit peu de cette Italie de pas impressionnante forcément sur le papier, mais qui a une mentalité. Parce que l'Italie, je pense qu'il y a eu quand même un Nice il y a 2 ans. Là-bas, c'est-à-dire qu'à la fin tu vois les déclarations d'un Buffon qui te dit que certains, notamment il a chargé à mort Balotelli, qui n'y est pas justement là. Qui n'y est pas, mais a priori il y en a d'autres. A priori il y avait plusieurs clans et certains. Il y avait des jeunes à l'époque. Je sais pas s'il y avait des clans. Il avait généralisé, je crois. Il avait dit. Et cette Italie est quand même, j'allais dire, c'est quand même une équipe malade. Tu regardes les derniers résultats, hormis le dernier Euro qui sort un peu de nulle part. De Balotelli. Tu regardes depuis 2006 ce qu'ils font. Bah après l'équipe de France c'était pareil aussi avant. Ouais, mais l'équipe de France t'as quand même une 2014, dynamique. hein. T'as quand même un. On a eu des grandes absences de dynamique quand même. On a eu une période, on a eu une traversée du désert. Mais là, depuis 2-3 ans, l'équipe de France, je suis désolé, c'est sur quand même sympa à regarder. Je te rejoins pour te dire que sur le papier, ça fait un peu peur. Tu te dis, punaise, mais merde, Graziano-Pelé, oula, bon Zaza. Vincent Pelé. Ouais, mais pour moi, ils ont une demi-équipe, l'Italie. Ouais, mais c'est ça. Mais en même temps, après, pour marquer un but comme ça sur un coup franc, machin, un corner, t'as pas besoin d'avoir des joueurs hyper. Puis un petit Insigné qui rentre en cours de match. Parce que c'est titulaire, Insigné. Ouais, non, mais. Parce que l'ordre des matchs, c'est quoi? 4-3-3. Oui. L'ordre des matchs, c'est quoi? Belgique-Italie. C'est Belgique-Italie. Italie-Suède. Et le deuxième match, c'est Italie-Suède. Ouais. Imagine l'Italie perd contre la Belgique. Ah mais c'est possible. Ce qui est possible. Mais c'est pour ça je pense qu'il a fait ce groupe-là. Hein. Le match de la mort, c'est contre la Suède. Ah, c'est possible. Avec un Zlatan, et souvent la Suède, c'est un peu leur bête noire aussi. Hein. Donc la question est, est-ce que tu peux te qualifier avec 3 points avec ce système de configuration? Effectivement. Ils explosent l'Irlande. 4e meilleur 3e, c'est possible. Voilà, oui, voilà, mais pas deuxième 3 points. Ouais, bah non, ça va pas être glorieux. Ah non, mais deuxième 3 points, c'est quasiment impossible. Hein. D'accord. Ça peut. Ouais. À moins de faire le coup du tirage au sort comme à la Cagne il y a quelques saisons. En tout cas, je suis curieux. Ouais, mais il y aura ça. Je pense qu'il y aura bien un tirage au sort quelque part. J'espère aussi. Toi, je suis curieux de voir cette équipe d'Italie à l'œuvre parce que mais ça sera une curiosité. Hein. Peut-être qu'ils vont aller très loin. Avec ce que ramasse Conte en termes de salaire, c'est un truc de fou. Non, puis Conte qui s'en va déjà. Mais pour moi, tu vois déjà Conte, j'aime pas. Bah moi non plus. J'ai jamais aimé. C'est un joueur, j'ai jamais aimé. C'est un entraîneur que je dis pas qu'il a fait du mauvais boulot, mais assez détestable. Mais voilà, publiquement en tout cas peut-être. C'est pas dans le privé, c'est un mec super sympa. C'est un mec super sympa quand on voit un coup avec lui, mais publiquement c'est un mec. C'est imbuvable. Voilà, moi c'est pas quelqu'un qui me fait rêver. Tu vois, par exemple l'Italie de Prandelli, ouais, j'avais plus envie que ça réussisse. Moi j'adorais l'Italie de Prandelli. Non, mais c'est là où je suis d'accord. Le problème du football, c'est que le romantisme parfois ne paie pas. Quoi, c'est que Prandelli aurait mérité sans doute faire mieux. Et puis tu vois, pour moi la dernière Coupe du Monde, Conte va faire mieux que Prandelli alors qu'il mérite pas quoi. La dernière Coupe du Monde, je crois que le plus beau match de la Coupe du Monde, c'est ce Italie-Angleterre. Ah ça. Ouais. Et les deux équipes se vautrent en fait. C'est ça qui est. C'est la beauté. C'est ça que tu l'avais dit en plus. La beauté et la cruauté du football. Et pour moi, c'était le plus beau match de cette Coupe du Monde. Alors trêve d'Italie, encore le point de vue, enfin le quartier de Thomas. Moi je vois bien la Belgique première. Alors là, je serai une petite semaine en Italie, donc j'aimerais bien que l'Italie fasse des bons résultats, que ça mette voilà un peu d'ambiance quoi. Mais je vois quand même la Suède deuxième, troisième Italie, quatrième Irlande. Ouais, moi je vais quand même mettre deuxième l'Italie quand même à la force du poignet. Ouais. Belgique, qui va survoler, qui va se faire éliminer en 8e, mais c'est pas grave. Après Belgique, je change Italie, mon quartier. Suède, Irlande, voilà. Je change mon quartier après mûre réflexion. Je pense que l'Italie va passer. Ah, voilà, ça y est, Fred qui. Faut pas exagérer non plus. Entrevoit la Ils étaient pas quatrième à ton premier truc. Parce que c'est vrai que l'Irlande, j'y crois pas. L'Irlande, va falloir y aller, quoi. L'Irlande, j'y crois pas, et la Suède, j'y crois pas non plus en fait. Donc, il va falloir qu'ils sortent les tripes. C'est radical parce que. Alors donc l'Italie qui passe de dernier à deuxième. Alors je les avais mis premiers, alors c'est n'importe quoi, voilà.
Je suis misérable sur ce groupe. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Groupe F, et après on passe l'aviron bayonnais. Hein. Ouais. Alors groupe F, Portugal, Islande, Autriche et Hongrie. Un beau groupe. Hein. Attention, Autriche-Hongrie, c'est deux pays différents. Un très beau derby. Deux pays différents, Autriche-Hongrie. Je précise aux auditeurs qui se sont arrêtés un peu. Portugal, très intéressant. Portugal, ouais. Portugal, très intéressant. La semaine dernière, Sergio nous en disait beaucoup de bien, des joueurs pas très connus, mais avec un Quaresma qui revient d'entre les morts. Voilà. Et en fait, ils ont compris qu'ils avaient pas forcément les moyens d'avoir la possession, donc c'est tous en défense. On joue en contre sur Cristiano. Ça peut pas être pire qu'en 2014. Ouais. Bah, sauf que déjà ils ont un sélectionneur. Ils ont qui cette fois? Ils ont celui de la Grèce. Ah bah oui. Celui de la Grèce. Bah, quand t'as entraîné la Grèce un jour. Wow. Fernando Santos. C'est Fernando Santos qui est un très bon entraîneur qui avait fait de la Grèce vraiment une équipe très intéressante lors de la dernière Coupe du Monde. Et c'est vrai que si on cherche une surprise, ça peut peut-être venir du Portugal. Ils ont une nouvelle génération qui arrive avec les Renato Sanchez que j'ai très peu vu du coup, mais 35 millions au Bayern. Et déjà bourré. Ouais. Ça va faire un bon compagnon de soirée de beuverie pour Vidal. Il se sentira beaucoup moins seul maintenant. William Carvalho, qui est aussi un très bon joueur. Les Danilo, même s'il n'est pas très bon. Rafael Guerreiro de Lorient. Voilà, donc le Portugal, c'est... Oui, je suis d'accord. Potentiel. D'ailleurs, Guerreiro. Potentiel surprise, potentiel demi-finale. Ils ont perdu 1-0 récemment à Wembley contre l'Angleterre, où ils n'ont pas été ridicules avec, sachant qu'ils ont joué à 10 au bout. Ils ont toujours Nani, non? Bruno Alves. Il y a toujours Nani, avec Bruno Alves qui décapite Harry Kane. Nani qui doit jouer au Sporting, je crois. Il joue pas en Turquie, il est pas en... je crois que c'est Quaresma qui est au Beşiktaş. Avec Gomez, hein. Mais champion Nani, il est pas revenu au champion de Turquie, hein. Bah, Nani, après Manchester, il était revenu au Sporting, il me semble. Mais j'ai pas trop suivi. Non, mais voilà, on en parle peu. Intéressant. On en parle peu, mais sachant que le Portugal est toujours là à l'Euro, hein, c'est quand même une valeur sûre sur les championnats d'Europe. 84, 2000. 96, 2000, 2004. Est-ce qu'un carton rouge en amical s'applique ensuite en compétition? Non. Sauf si tu craches sur un mec. Sauf si tu... Genre Fabien Martin. Là, je te fais une super transition. Qui a craché sur son adversaire ce week-end? Bernard Lamain. Arnautovic. 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 Ah bah bravo. Et il risque de pas jouer l'Euro à cause de ça. C'est vrai, il va pas. Il a craché sur un joueur hollandais. Ils ont joué en amical, ils ont perdu 2-1. 2-0, je crois. 2-0, je sais plus. Mais il va pas jouer. Et il risque d'être suspendu. Non, mais surtout sur les Hollandais. Quoi. Ah, ça c'est dommage pour. C'est dommage pour l'Autriche. Pour Arnautovic et l'Autriche. Ouais. Mais c'est un peu une tête brûlée aussi. C'est un peu le Ibrahimovic du pauvre. Le Ibra, le Balotelli. Il s'était calmé là. Balotelli autrichien. Ah oui, mais là a priori il retombe dans ses travers. Déjà il a une coupe de cheveux assez atroce. Ah ouais. À la Ibrahimovic, mais moche. Mais en plus. À l'Autriche, en fait, finalement, pour en venir à l'Autriche qui est dans ce groupe F, ça risque d'être un petit peu l'équipe qui a fait une super campagne éliminatoire. On y a cru beaucoup. Ils ont vraiment laissé de beaux espoirs aux supporters, mais là. Ce qui se passe dernièrement, les matchs amicaux, on sent vraiment le ballon de baudruche qui se dégonfle. Alors peut-être que ça va finir par marcher, parce que tu dis avec Arnautovic, ça va leur coûter sans doute assez cher. Et finalement une belle équipe qui risque de s'échouer en cours de route. Un peu. Ouais, c'est dommage parce qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose, mais collectivement. Moi, je les ai vus contre Malte, notamment. J'ai pas senti une équipe qui avait cette capacité de sortir un petit peu des moments difficiles. Ça s'endort un petit peu trop facilement. C'est un petit peu trop sûr de soi, trop ronronnant, quoi. Et il manque de leader. Ça manque de leader. C'est vrai qu'Arnautovic, qui est un leader théorique, n'est pas ce leader. Moral qui devrait pour permettre à l'Autriche de Ibrahimovic avec le cerveau de Balotelli, quoi, en fait. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage pour cette équipe. Bon joueur, mais je les enterre pas, mais ça va être plus compliqué que ce qui était prévu il y a quelques mois où on pensait que. Bah, tu vois, ce que je disais tout à l'heure pour les matchs amicaux de la France, se donner confiance. Bah, c'est ce qu'a pas fait l'Autriche, par exemple. Exactement. L'Autriche, ils vont aborder l'Euro. Moi, je suis autrichien, je suis pas rassuré. Ah bah non, là, carrément. Je suis français. Au cours de la saison, j'ai battu l'Allemagne, j'ai battu le Portugal, j'ai battu les Pays-Bas, j'ai battu la Russie, j'ai battu, certes, matchs amicaux, mais j'ai à peu près battu, sur les 2 dernières saisons, j'ai à peu près battu tout le monde. La seule défaite que j'ai cette année, c'est en Angleterre, dans des circonstances qu'on connaît tous. C'était le lendemain des attentats. Ils avaient pas la tête à ça.
Voilà, l'équipe de France a fait le plein de confiance. Après, d'accord aussi avec Paulo sur le côté illusion du truc. Ça peut être poudre aux champion yeux, du monde des matchs amicaux. Ça peut être champion du monde des matchs amicaux, bien entendu. Mais je pense, tu vois, par exemple, par rapport à une équipe comme l'Autriche, la France a un petit avantage psychologique. Voilà. Oui. On aborde l'Euro en confiance. L'Autriche a perdu. C'est quoi le premier match, l'Autriche? C'est Hongrie. Ouais, bon. Autriche-Hongrie, bon. Et puis l'Islande, donc surtout, ça sera ça le vrai adversaire aussi c'est la chance de l'Autriche justement, c'est ce premier match contre la Hongrie qui est un match abordable. C'est à mon avis l'équipe la plus faible de l'Europe. Si l'Autriche retrouve un petit peu de sa verve sur ce premier match, ça peut finalement le faire. Parce qu'au niveau de la Hongrie, il n'y a pas vraiment de joueurs. Il y a Tchouchak. Voilà, Tchouchak, mais Tirani. La légende. Il y a quelques joueurs de Bundesliga. Oui, effectivement, le gardien, c'est ça. Ouais, le gardien, oui. Le fameux gardien en jogging. Ce sera le plus vieux joueur qui a joué l'autre jour en Allemagne. Ouais. J'ai vu le Allemagne-Hongrie. C'était pas terrible. Là, j'avais l'impression de voir un remake de France-Écosse, mais version plus lente. Version pauvre. Parce que les Allemands, ils y sont allés pépère. Que les Français, ils ont un peu enflammé le truc. Les Allemands, ils ont fait. Après, est-ce que la Hongrie a joué Est-ce que la Hongrie a cherché à jouer? Parce que finalement ils étaient sûrs de se faire dominer, donc ils ont sans doute un petit peu. Ils ont un peu bétonné, ils ont couru après le ballon pendant 90 minutes, voilà. C'est faible, c'est plus faible que l'Islande, c'est moins de certitude que l'Islande. Après l'Islande, je pense qu'on surcote l'Islande quand même. Ouais, mais ça peut être. Il y a quelques joueurs intéressants, t'as un bon collectif. Il y a une vraie pensée derrière dans leur style de jeu. Pour moi, c'est meilleur que la Hongrie, clairement. Il y a un très beau reportage qui a été fait par l'équipe Explore, donc sur le site de l'équipe. Qui retrace un peu les dernières années de l'équipe d'Islande, l'évolution du football islandais, la façon dont les infrastructures ont évolué, dont les joueurs eux-mêmes ont évolué. Et il y a quelque chose qui m'avait un petit peu marqué en fait dans l'équipe, c'est qu'il disait que Gylfi Sigurdsson, donc joueur de première ligue, je crois qu'il est plus à Tottenham, mais il était il y a quelques saisons je crois à Tottenham. Ouais, il est à Swansea, je crois. Voilà, qui est à Swansea, qui est la star de l'équipe, mais en fait c'est un joueur comme un autre, c'est-à-dire que chaque joueur se met au service du collectif de l'équipe. C'est une équipe qui semble très soudée, ça a l'air d'être une grosse bande de potes. Donc l'Islande au niveau collectif, ça risque d'être compliqué à désarçonner. J'avais l'impression qu'on me vendait ça un peu comme le fameux Danemark qui arrivait un cheveu sur la soupe et qui a gagné l'Euro. Si l'Islande était le Danemark 92, alors là ce serait incroyable. Je crois pas une seconde. D'accord, alors Fred n'y croit pas. J'y crois pas une seconde. Après ce que tu dis, c'est vrai, le côté peut-être pas à ce point-là, mais le côté bande de potes, effectivement, ça peut être l'équipe un peu le vent de fraîcheur sans mauvais jeu de mots, ça peut être un peu le vent de fraîcheur de cet Euro. En plus, ils ont un t-shirt un peu Colgate. Voilà, ils ont un maillot, ils sont sympas leur maillot. Mais surprenant. Et ils ont ce qu'il faut pour moi par rapport aux autres équipes, donc par rapport à l'Autriche et la Hongrie pour être deuxième. Après la plupart c'est des joueurs du championnat de Suède quoi. Faut pas non plus. Moi j'aimerais bien. Je vais regarder leur match avec intérêt. Alors tu les vois à quelle place dans ce groupe? Premier, deuxième, troisième, quatrième? Peut-être troisième, ça va. Si, ça peut battre la Hongrie. Tu mettrais l'Autriche deuxième? Ouais. Ah ouais, l'Autriche deuxième voire première. T'étais pas fou de l'Islande il y a peu de temps? Il y avait pas une petite période? Mais j'adore l'Islande. J'adore l'Islande. Moi non, ce qu'ils font c'est magnifique. Hein. L'Islande c'est la population de la CUS à peu près. Hein. Pour donner une idée. Et ils ont une équipe qui va à l'Euro. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Pour moi, le fait d'avoir une équipe de ce niveau pour un pays d'un point de vue démographique, c'est comme l'Irlande du Nord, hein, c'est pareil, quoi qu'ils ont peut-être quelques naturalisés l'Irlande du Nord, mais l'Islande, c'est exceptionnel. Alors Fred, moi je te l'ai dit. Hein. Ah bon? Non, je te l'ai pas dit. Si, je te l'ai dit à l'envers en fait. Mais dans le désordre. Moi je suis plutôt logique, donc plutôt je t'ai dit la première place ça va être entre la Hongrie l'Autriche, Portugal. J'ai dit Autriche, Portugal, Islande et Hongrie. D'accord. Alors là, l'Autriche quand même qui. Ouais, l'Autriche, moi j'y crois. D'accord. Je crois plus à l'Autriche qu'en Islande. Il fait des grosses cotes, Fred, ce soir. Ouais. C'est pas. Mais pour moi, l'Autriche, t'as quand même, il y a quand même plus de moelle, hein, l'Autriche. Hein. D'accord. Alors on verra ce qui se passera, mais l'Autriche en 1 pour Fred. Yannick. Pour la troisième place, entre l'Autriche et la Hongrie, ce sera l'équipe qui prendra le plus de buts. Moi je les vois pas, je vois bien faire un nul entre les deux. Tu vois donc l'Islande deuxième et premier. Je vois pas le Portugal. Okay. Alors au pire deuxième, mais je les vois premier, l'Islande deuxième et
Et celui qui aura, l'équipe qui aura la moins bonne défense finira troisième. Très bien, voilà, c'est clair. C'est très clair, merci Yannick. Et Thomas? Islande en 1, Portugal en 2, 3 Autriche, 4 Hongrie. Mais l'Islande ah oui, c'est surprenant. Cohérente. Ah oui, alors là c'est des pronos surprenants, ouais. Non mais c'est pour Portugal, rivaliser un peu parce que c'est vrai, ça va être un peu un groupe parce que le Portugal, on sait pas, ils sont très bons jeunes. Et si la Hongrie gagnait l'Euro? Ah oui, alors là ce serait vraiment la surprise du siècle. En mode Lettonie 2004. En mode Hongrie 54. Verpatovski, Tutti Quanti. L'esprit de Ferenc Puskás qui les habite. Moi je dis Portugal, Autriche, Islande. On peut aussi dire que l'esprit de Mathias Sindelar qui anime l'équipe d'Autriche, mais bon, j'y crois moins. Le Wunder Team qui est rené de ses cendres. Autriche, oui. Autriche en 2. En l'occurrence, pour Sindelar, c'est peut-être une mauvaise plaisanterie, mais... Voilà messieurs, on a fait le tour. Alors voilà, les pronostics sont clairs. Fred qui fait des vannes. Non, elle est horrible celle. Vous avez peut-être compris. Ouais, c'est même pas voulu. C'est pas, en plus c'est pas trop lié, mais effectivement les événements font que. Alors c'est lié parce on va laisser Yannick et Fred disserter. On peut expliquer qui était Mathias Sindelar. En fait, c'était un joueur. C'était dans les années 30. L'Autriche avait une des meilleures équipes du monde. Et leur meilleur joueur, en fait, le Zidane autrichien, si on peut comparer, il s'appelait Mathias Sindelar. C'est un joueur qui, en 38, quand il y a eu l'Anschluss, il y a eu un match organisé entre l'Allemagne et la nouvelle province du Troisième Reich, qui était l'Autriche. Ils avaient organisé un match à Berlin et il leur avait mis une branlée. En fait, l'Autriche avait mis une branlée à l'Allemagne. Et Mathias Sindelar s'était illustré en marquant 2 buts et en exultant devant la tribune avec tous les officiels nazis qui avaient moyennement apprécié la plaisanterie. Et en fait, quelques semaines après, ils ont retrouvé son corps et celui de son épouse, mort, suicidé. Et tout ce qu'on sait, c'est que le corps a été brûlé par la Gestapo. D'accord. Voilà. C'est une note positive. En fait, il avait des origines juives aussi, je crois. En fait, ce qu'il y avait, c'est que il a refusé, parce que forcément l'Autriche faisait partie du coup de l'Allemagne de facto, on va dire, et il avait refusé de jouer pour l'Allemagne nazie de par son ascendance juive et le fait que c'était un joueur autrichien, il se voyait pas jouer pour l'Allemagne. Et moi j'avais lu une autre histoire, alors bon. Allons-y, alors c'est pareil au niveau des légendes urbaines. On peut conclure avec des histoires. Hein. Il semblerait que ça a été, il y aurait eu un accident, donc il se serait apparemment, c'est une intoxication d'oxyde de carbone, quelque chose comme ça. C'est pour ça que je te parle de cendre aussi. Voilà, mais la version qui aurait semblé officielle, c'est que il se soit suicidé. Donc lui et sa femme, son époux, se seraient suicidés. Ou qu'on l'aurait suicidé. Voilà, et ils auraient décidé, en gros, les officiels autrichiens auraient décidé de mettre ça sur le dos de l'accident pour qu'il ait au moins le droit à un hommage, puisqu'à cette époque-là, dans l'Allemagne nazie, il n'y avait pas de dommage possible pour les personnes qui se suicident ou considérées comme étant décédées de. Alors voilà pour ce mort naturelle. Mais c'était vraiment un symbole, hein. C'était vraiment genre très important, hein. Sachant que l'Autriche était une des meilleures équipes du monde à l'époque. Alors merci Fred et Yannick pour ce point historique des années 30, l'Autriche des années 30. On est en 2016 et l'Euro aura lieu à partir de vendredi, donc sur RBS on sera bien sûr mobilisé pour le Morito Football Club, la quotidienne vendredi dès 17h, 18h. Puis du lundi au vendredi, pendant toute la durée de la compétition de 17h, 18h, le Morito FC spécial Euro. On peut tout doucement conclure cette émission. Il reste quelques minutes, peut-être pour parler soit des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il n'y a pas le temps, il y a tellement de trucs à dire. Alors on remet ça peut-être pour après les vacances, voilà. Peut-être la Copa América, je sais pas, où Benzema non, c'était une blague. Une autre couche, voilà, l'ultime couche, voilà, de peinture, non, c'est bon. Yannick, peut-être la Copa América en quelques mots. On peut évidemment parler. Il y a la Copa América actuellement. Il n'y a pas que l'Europe sur Terre. Il y a aussi à savoir que l'Amérique du Sud. Enfin l'Amérique tout court. L'Amérique vu le format actuel. Ouais. Il me semble que le bâton de Nassasi sera en jeu lors de la Copa América, pas lors de l'Euro. C'est l'Équateur. Hein. C'est l'Équateur aux dernières nouvelles. C'était pas l'Uruguay. C'est l'Uruguay qui l'a, non? C'est l'Uruguay qui l'a. C'est le Mexique qui l'a maintenant. Hein. Puisque le Mexique a battu du coup maintenant c'est le Mexique qui l'a effectivement. Il me semble que c'était l'Équateur qui l'avait. Hein.
Voilà, enfin moi il me semblait que c'était l'Uruguay, mais Bah, vérifie. Mais du coup, on a exceptionnellement une édition du centenaire, donc le Centenario, Voilà. qui célèbre le centenaire de la Confédération sud-américaine de football. Oui, parce qu'il y avait déjà une édition de la Copa América l'an dernier, en fait. Voilà, en général, la Copa América, ça se déroule, enfin depuis maintenant une dizaine d'années, ça se déroule tous les 4 ans et c'est l'année après la Coupe du Monde. Du coup, on a eu le droit à cette Copa América qui a été gagnée par le Chili, si je dis pas de bêtises, l'an dernier. Je crois, ouais. Et cette année, ils remettent le couvert. Alors cette fois-ci, plutôt que de faire une Copa América à 12 équipes, ils ont décidé de la faire à 16, histoire de fêter dignement le centenaire. Une Copa América qui ne va pas se dérouler sur le continent sud-américain, mais aux États-Unis, histoire de bien faire les choses. Ah oui, c'est une Copa América à l'extérieur. Voilà, c'est une Copa América purement américaine, nord, sud, centrale. Et donc on a sur les 16 participants, on a les 10 pays d'Amérique du Sud. Alors je les citerai pas, parce que je les connaissais de tête, mais ça risque de faire un peu long du coup. Non, mais on va faire vite, oui, vu qu'il reste peu de temps. Voilà. On a les États-Unis organisateurs, le Mexique vainqueur de la Gold Cup, on a le vainqueur de la Coupe caribéenne des Nations, le vainqueur de la Coupe centrale américaine d'Amérique centrale des Nations. Alors je sais plus, je crois que l'Amérique centrale, le vainqueur d'Amérique centrale, ça doit être Costa Rica, Coupe caribéenne, ça doit être quelque chose comme Haïti ou la Jamaïque. Ah, je crois qu'il y a Haïti, ouais. Haïti en fait partie, le Panama également. Ouais. Les deux, hein. Et Avec Johnny Placide. Et les 2 dernières places en fait ont été jouées au barrage, donc des barrages d'Amérique du Nord, donc la fameuse CONCACAF, parmi les équipes les mieux classées, je crois lors de la dernière Gold Cup. Donc il y a eu 4 équipes qualifiées pour les barrages, 2 heureux élus, dont la Jamaïque. Je crois, ou enfin bref. Oui, enfin voilà, en tout cas. Enfin voilà, il y a quelques monde, quoi. Il y a quelques équipes un peu éclectiques. Un peu exotique. Voilà, je vois pas trop Haïti vraiment sortir. Une Coupe du Monde en 74 Haïti. Hein. Ça avait marqué un but à l'Italie. C'était leur grand fait de gloire parce que Zoff était invaincu pendant. C'est dommage parce que ça aurait peut-être été l'année ou jamais pour la Guadeloupe de jouer une Copa América. Mais ils auraient pu. Est-ce qu'ils auraient été autorisés? Bah ça pose pas de problème. C'est hors de la juridiction de la FIFA. Puis la FIFA actuellement, c'est un peu... Le problème aussi juridiction du coup. Le problème. Ouais, aussi, ouais. Le problème de la Guadeloupe, c'est qu'ils ne sont pas affiliés à la FIFA, ils sont affiliés à la CONCACAF. Donc, partant de ce principe-là, ils auraient eu le droit d'être, tout comme le Mexique, tout comme les États-Unis, joués comme nation invitée. Alors, il faut conclure puisqu'il est 21h55. Vous êtes toujours sur RBS, vous écoutez toujours le Morito Football Club. Est-ce que vous avez un mot de conclusion à l'aube de cet Euro 2016 qui va commencer vendredi? Kilt. C'est une blague. Mais... Comment? Genre j'ai dit Kilt pour voilà. C'était une référence au Camoulox, mais voilà. C'est bien. C'est le dernier mot de Thomas au milieu. Voilà, le dernier mot de Thomas, dernière émission de Thomas. Kilt. Voilà. Bah c'est à lui qu'on lui laisse. Kilt à toi, voilà. Ça sera Kilt. Est-Kilt. Voilà. Kilt. Thomas, merci d'avoir été là pendant toutes ces années. Yannick, Fred, on se retrouve pendant la compétition. On se droit, hein. Donc je vous rappelle, à partir de vendredi, c'est la quotidienne Morito FC spécial Euro, 17h 18h tous les jours du lundi au vendredi sur RBS pour suivre tout ce qui va se passer. D'ailleurs, je me permets juste de t'interrompre. On pourrait résumer du coup l'Euro en un mot. Vas-y. Ouvert. Ah bah là c'est carrément ouvert. Il va se passer dans tous les sens du terme. Beaucoup de choses, ça va être assez ouvert justement. On se quitte peut-être avec un hommage, pas à Thomas pour le coup parce qu'il m'a pas donné de chanson. Non, ouais, moi voilà. Un hommage à Fred. Voilà, Thomas qui va se mettre au rugby. L'Aviron Bayonnais qui remonte en Top 14. Top 14, je savais pas comment on dit de première division. En rugby, voilà, Top 14. Et voilà, ça sera le mot, enfin les mots de la fin avec la chanson qui a une section football. L'hymne de l'Aviron Bayonnais. À vendredi. Qui a une section aviron aussi. Voilà, merci pour ces précisions. Merci. Comme son nom l'indique. Merci messieurs. Rendez-vous donc vendredi 17h pour l'ouverture de l'Euro sur RBS. On se quitte avec l'hymne de l'Aviron Bayonnais Rugby parce qu'on est vraiment pour le coup très ouvert. À vendredi 17h. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Notre cher petit Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc.
Dax ou à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur le cher joueur du rugby roi. Chez nous à Jean Daugé ou bien partout à l'extérieur, sur tous les stades en février, elle nous met en ardeur. C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bâillonnés. C'est la Peña, Bayona. On est tous là, allez les gars, encore une fois. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bâillonnés. Jouez au rapide écarté, c'est laissé. On applaudit à vos exploits, c'est gagné. Dans notre cher petit Bayonne, il est une Peña, la Peña Bayona. Il porte fièrement partout le foulard bleu et blanc. À Dax ou à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur leur cher joueur du rugby roi. Partout nos joueurs brillent, souvent la victoire est au bout. Élu de bleu et blanc, sa vie et la fête est partout. C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bâillonnés. C'est la Peña, Bayona.